Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, je reçois Antoine Pétavin. Antoine Pétavin, c'est le fondateur du site Je récupère mon ex, un site qui vous apprend comment récupérer votre ex et qui fait 2 millions d'euros de CA. Il a aussi créé un site qui s'appelle antoinepétavin.com sur lequel il parle de business et notamment, il développe une philosophie du business minimaliste. Donc, si vous vous intéressez à l'histoire de comment est-ce qu'Antoine en est arrivé là, comment est-ce qu'il a découvert ses premiers business, comment est-ce qu'il a monté Je récupère mon ex et comment est-ce qu'il l'a fait grossir, on en parle beaucoup plus en détail, mais pas dans cet épisode. On en parle dans un épisode que j'avais fait avec Antoine en juillet 2018, qui était son premier passage sur le podcast et qui a des histoires de fou. Je l'ai réécouté pour préparer cet épisode sur comment est-ce qu'il a importé le speed dating en France, comment est-ce qu'il a fait 15 000 euros le premier mois avec son e-book de séduction, comment est-ce qu'il a lancé Je récupère mon ex, tout ce qu'il a fait sur les 20 dernières années de carrière sur le web. C'était dans l'épisode qui était publié en juillet 2018 et qui s'appelle « Spammer toute la France, doublez votre business et affûtez votre esprit » avec Antoine Pétavin. Et la raison pour laquelle je vous parle de cet épisode maintenant, c'est parce que ces conversations, j'essaye de ne pas me répéter. Et donc, tout ce qu'on a déjà donné sur le parcours d'Antoine, sur comment est-ce qu'il est parti à partir de zéro, ça a été déjà fait dans cet épisode qui reste d'ailleurs extrêmement bien et que vous pouvez aller écouter. On vous mettra le lien dans la description de l'épisode. Ce qui fait que quand j'ai réinvité Antoine, et souvent j'essaie de réinviter les gens après 2 ans, quand ils ont un peu eu le temps d'évoluer, que moi aussi, ma vision de l'entrepreneuriat a évolué, j'ai de nouvelles questions à leur poser. Avec Antoine, je voulais comprendre qu'est-ce que c'était de faire une carrière sur Internet. Antoine, il a maintenant passé la quarantaine et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir passé 10, 15, 20 ans sur le web? Comment est-ce que tu y réfléchis? Comment est-ce qu'on évolue dans sa manière de vivre, dans sa manière d'approcher les choses? Comment est-ce qu'on réfléchit en termes d'équipe, en termes de marketing, en termes de vie personnelle? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est moins important? Et justement, Antoine développe aujourd'hui de plus en plus cette philosophie de minimalisme, à la fois dans sa vie personnelle, mais aussi dans son business et dans la manière de gérer les choses. Et je voulais comprendre comment est-ce que ça se mettait en place. Et cette conversation était particulièrement utile pour moi à ce moment donné parce que au moment où j'enregistre cette intro, on est juste à la fin du 2e trimestre de l'année 2020. Et moi, je travaille par trimestre, ce qui veut dire que là, j'ai un nouveau trimestre qui arrive et c'est un trimestre où j'ai envie d'expérimenter une autre manière de m'organiser. Par le passé, j'avais une certaine manière de m'organiser qui fonctionnait bien. Et puis récemment, j'ai de plus en plus d'équipes, j'ai de plus en plus de gens à gérer, j'ai de plus en plus de coordination, j'ai de plus en plus de projets qui existent à la fois au sein de Marketing Mania, mais aussi des projets annexes. Je viens d'avoir un enfant. C'est pour ça que ma manière de travailler actuellement, qui était beaucoup moins structurée, c'était un petit peu, je vais faire les choses, je sais ce qui est important, mais je ne vais pas avoir un calendrier, je ne vais pas me casser la tête de savoir exactement à quelle heure est-ce que les choses vont se passer. Mais cette manière de travailler, elle ne fonctionne plus aussi bien. Et je sais qu'Antoine a beaucoup bossé sur cette idée, par exemple, de prévoir à l'avance la semaine parfaite, à quel moment est-ce que les choses doivent se passer pour pouvoir à la fois structurer, vous, votre propre productivité et à la fois, et ça c'est important, à partir du moment où vous avez une équipe, que chacun autour de vous puisse savoir et soit pas en train de dire je vais attendre qu'il ait fini son truc et puis moi je vais pouvoir avancer. Donc, ça c'est le contexte de la conversation de mon point de vue. Ne vous inquiétez pas pour moi. Il y a parfois des gens qui m'envoient des emails en me disant « Ah Stan, j'ai écouté ce podcast et tu avais l'air vachement mal. Écoute, je vais te donner des conseils, etc. » Ne vous inquiétez pas pour moi. Les conversations, c'est aussi pour moi une manière d'apprendre. Quelqu'un qui a plus d'expérience. Dernièrement, j'ai senti qu'il fallait que je repense aux choses et puis c'était le bon timing pour moi puisque c'est un nouveau trimestre qui commence. Donc, j'ai posé toutes mes questions à Antoine sans trop de filtres. Vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. J'ai beaucoup appris d'Antoine et j'ai déjà mis en place, depuis qu'on s'est parlé, un nouveau calendrier pour ma semaine. Donc, je suis en train d'implémenter des choses et je vous en parlerai plus tard de comment est-ce que ça s'est passé. D'ailleurs, si vous voulez que je vous en parle plus tard, là où ce genre de conversation aujourd'hui se passe, c'est dans mon mix du lundi, une newsletter que j'envoie chaque lundi ou quasiment chaque lundi. Je ne suis pas encore à 100%, mais je pense que le calendrier va aussi m'aider à m'assurer que ça sort vraiment chaque lundi, qui envoie différentes idées, différentes réflexions, différents liens que j'ai trouvés dans la semaine, qui sont des éléments qui sont plus sur du direct, quelque chose qui est utile maintenant, et moins quelque chose qui va me prendre 3 semaines à mettre dans une vidéo YouTube. C'est beaucoup de réflexions sur la psychologie humaine qui sont plus petites qu'une vidéo, mais qui sont quand même vachement utiles et que je vous partage compilées dans un seul email le lundi matin. C'est le mix du lundi. Pour vous inscrire, il suffit d'aller sur marketingmania.fr/mix et sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Antoine Pétavin.
Donc Antoine, il y a pas mal de sujets qui m'intéressent particulièrement chez toi, enfin, qui m'intéressent personnellement particulièrement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui chez toi. Il y a le côté du business minimalisme, il y a le côté de tout le travail que tu as fait sur ta journée parfaite, il y a l'objectif de ne Mm. travailler qu'une heure par jour. Des éléments qui m'intéressent et du coup, je vais remettre le contexte pour les gens qui nous écoutent par rapport à ce qu'on vient de se dire avant. Donc moi, en fait, si tu veux, pendant très longtemps, j'ai travaillé de manière assez éclectique. C'est-à-dire que, en gros, je me levais quand je me levais, je bossais à fond. Et quand j'étais absolument trop épuisé pour travailler, c'est le moment où j'arrêtais de travailler. Tu vois. Notamment à l'époque où j'ai commencé à vivre en Asie et à pouvoir bosser vraiment full time dessus. Je bossais vraiment de manière assez. Je bossais beaucoup, mais je planifiais pas trop les trucs et je bossais comme ça. Ça, il y avait des moments où genre, je partais aller au café pour bosser et je croisais des potes qui allaient en boîte. Tu vois. C'était tout un concept. Où les mecs disaient, tu fais quoi? J'étais avec mon petit sac à dos, mon petit ordinateur pour aller bosser parce qu'au Vietnam, tu as des cafés qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et petit à petit, ça a plus marché pour deux raisons. Ça a plus marché d'une part parce que plus j'avais d'équipes, plus j'avais de partenaires, plus j'avais d'associés, plus il fallait qu'on se coordonne. Ça pouvait pas être OK, le truc il va sortir quand il va sortir et je l'ai fini, ça sort demain. Il faut qu'on planifie nos lancements, il faut qu'on planifie nos produits, il faut qu'on planifie notre marketing. Et d'autre part, il y a l'aspect familial euh, où je vis plus tout seul. Récemment, je viens d'avoir un enfant, je viens d'avoir une fille. J'ai envie d'avoir une heure où je sais à telle heure j'ai fini, à 18 heures je fais le bain. Tu vois, grosso modo, je vais avoir un truc un petit peu structuré. Ça peut pas être à 18 heures, je suis au milieu de ma session d'écriture qui va se finir à 23h30. Et du coup, j'ai l'impression, vraiment dans les derniers mois, que tout mon modèle d'organisation et le modèle sur lequel j'avais géré mon business jusque-là, en tout cas, sur lequel j'avais géré mon temps jusque-là, fonctionne plus. Et il faut que je repense à tout ça. Et quand j'ai vu tout ce que toi, tu développais sur ces idées de réfléchir à tes journées, réfléchir à la planification de ton temps et aussi le côté minimaliste du business pour choisir Mm. tes tâches, je me suis dit que ça allait être assez applicable à ma situation actuelle. J'écoute, je peux que aller dans ton sens. Moi, j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire que j'étais un gros bosseur, mais tu sais, le gros bosseur étudiant, c'est-à-dire celui qui bosse 3 jours non-stop juste avant l'examen et qui fout rien le reste du temps. Mais l'équation marche, c'est-à-dire qu'en réalité, tu peux vivre comme ça toute ta vie. Tu peux tout à fait bosser 24 heures de suite et réussir. Puis au bout d'un moment, tu as envie de grandir. Puis au bout d'un moment, t'en as aussi marre, en fait. T'en as marre de bosser n'importe comment, de pas comprendre ton corps. Et puis des fois, t'as juste pas envie de devoir tout envoyer à 300% pendant 2 jours. T'as la Mm. flemme. Et j'ai lu plein de livres qui se recoupaient sur des points, notamment sur les rythmes de vie. Et c'est ça qui a été le début de ma réflexion dessus. Un exemple tout simple. Tu m'as dit tout à l'heure, quand tu grossis, tu as une équipe, tu as besoin de t'organiser. Quand tu as une femme, tu as besoin de t'organiser. Et du coup, j'ai lu dessus et j'ai découvert qu'en fait, on avait, de manière biologique, on avait un rythme. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait tout simplement suivre son propre rythme. Alors, ça paraît bête à dire, mais tu vois, par exemple, le rythme de vie, lorsque le soleil se lève le matin, on se réveille. Bah, des classiques, tu vois. Mm. Enfin, là, tout le monde le comprend. Il se passe quelque chose, ton corps se réveille, etc. Mais en fait, tu peux même aller plus loin que ça. Tu peux noter, par exemple, dans la semaine, c'est ce que j'ai fait moi, noter les moments où j'étais les plus productifs. Par exemple, il s'avère que, étrangement, c'est le mardi à 11 heures que je suis le plus productif pour créer une formation. Donc, dans ce Ça, cas-là, comment tu as tu déjà l'as un point de détecté? départ. Ouais. Mais en fait, je l'ai noté. Je l'ai noté sur des. C'est un truc de psychopathe. Quand tu prends une feuille, tu notes dans ta semaine tous les moments où tu te sens, par exemple, il y a des moments où tu te sens plus heureux, des moments où tu te sens moins heureux. Et alors, au début, tu te dis que c'est aléatoire. Et puis finalement, en prenant ces notes, tu découvres que tu as des moments de la semaine où tu es différent. Par exemple, moi, typiquement, le mardi matin, vers 10h, 11h, c'est là où je suis meilleur. Alors, point de départ, j'ai découvert un truc. Mardi matin, vers 10, 11h, je suis assez productif. Deuxième chose que je remarque un tout petit peu après, c'est que je suis bon pour faire des vidéos sur YouTube, non pas n'importe comme je le pensais avant, mais c'est vers 17 heures parce que j'ai eu le temps, pour une raison que j'ignore, de maturer mes idées suffisamment, dès que tout mon corps soit au top, d'avoir éventuellement digéré un déj un peu lourd de midi. Et à 17 heures, c'est là que mes vidéos sont les meilleures. Donc, deuxième point dans mon agenda. Mon premier point, c'est tourner ces formations le mardi matin. Deuxième point, c'est 17 heures. Mais c'est 17 heures pour moi, ça peut être n'importe quelle heure pour quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est le moment où tout ton cerveau, il est le plus optimum pour ça. Et du coup, tu en viens à te créer ta semaine avec ton rythme à toi, en fait, celui qui te ressemble. Tu sais, je pense un peu aux surfeurs qui viennent prendre des vagues et qui surfent dessus quand la vague arrive. Là, c'est la même idée. Ton Mm. corps est à une aptitude à un moment donné de la semaine pour quelque chose. Monte juste sur la vague et laisse-toi porter par le truc. Et ce sera 10 fois plus simple. Et j'ai des semaines qui sont devenues tellement simples et je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça avant. Est-ce que tu as déjà fait ce travail d'analyser à quel moment tu étais meilleur pour faire quelque chose?
Je l'ai fait, mais j'arrive à l'appliquer que dans une certaine mesure. C'est-à-dire que beaucoup des tâches que je fais, c'est des projets en fait où il faut que je me bloque plusieurs jours. Mais il y a des éléments qui sont très clairs pour moi, qui sont d'abord numéro un, que il faut que j'écrive dès le matin. Tu vois, c'est-à-dire que si je fais des tâches qui ne sont pas de l'écriture, ça viendra polluer directement mon cerveau. Si je commence par faire des tâches de gestion, à faire des appels le matin, etc. Et là, c'est un vrai avantage d'habiter en Asie parce que vis-à-vis du décalage horaire, en fait, mes appels tombent naturellement T'es dans seul. l'après-midi. Donc, le principal truc que j'ai, mais ça, je l'ai depuis très longtemps, c'est c'est un concept qui vient de Paul Graham, c'est le maker schedule, manager schedule, c'est de faire tes tâches de création le matin et le reste, les tâches de gestion, les trucs qui sont un peu plus fragmentés l'après-midi. Ça, je le fais depuis très longtemps. Euh, mais tu vois, je suis dans une situation où je vais avoir des tâches, je vais travailler sur un gros projet, sur une grosse vidéo et ça va me prendre plusieurs semaines, tu vois. Et le truc, c'est que la manière dont je travaille aujourd'hui, ma journée n'est pas trop mal organisée, ma semaine est moins organisée. Et quand tu vas un cran au-delà de la semaine, c'est pas top. C'est-à-dire que si tu me dis tu vas faire quoi dans 3 semaines, je te dis je vais le décider dans 2 semaines et demie. Tu vois, la prochaine vidéo, quand est-ce qu'elle va sortir? Quand j'aurai fini les projets sur lesquels je travaille et que le prochain projet, j'aurais décidé que ça sera une vidéo. Tu vois, je décide toujours quand j'ai terminé ce que je fais, ce que je vais faire ensuite. Cette flexibilité, elle m'a super bien servi jusqu'ici. Et là, je trouve que dernièrement, ça fonctionne plus aussi bien. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir trop de trucs à jongler. Et finalement, je me dis, tiens, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir repasser sur la boucle de YouTube, tu vois. Par exemple, je suis sur la boucle d'un produit, il faut que je termine le produit pour passer sur une boucle de faire le lancement de produit et ensuite YouTube. Et maintenant, ça me prend trop de temps de faire toutes ces boucles avec tous les projets que j'ai. Et je me dis, tiens, il faudrait que j'ai un truc où je me dis exactement à tel jour, je fais telle tâche et ça dépasse pas sur les autres jours. Telle semaine, je fais tel truc et je le fais sur cette semaine. Et actuellement, il y a beaucoup de projets qui sont finis quand ils sont finis. Tu vois, je sais quand je Mm. dois écrire, mais je ne sais pas exactement quand est-ce que mon projet d'écriture il va se terminer. Et du coup, en particulier là sur le trimestre qui vient de se passer, où je suis sorti de l'écriture de mon livre et je me suis remis sur le cœur du business, où j'ai l'impression de jongler. Et comme j'ai beaucoup plus de projets en parallèle qu'avant, au final, je peux pas mettre 100% de mon énergie sur une vidéo quand de temps en temps, il faut que je gère d'autres projets à côté, ce qui la ralentit encore plus, ce qui fait qu'elle prend 2 semaines. Tu vois. Et donc, du coup, l'idée qui est intéressante ici, c'est que de la manière où tu veux organiser ta journée, tu vois, il faudrait que je trouve comment organiser ma semaine et surtout comment organiser sur un horizon plus long de temps. Par exemple, un trimestre, tu vois. Un truc qui est chez moi, c'est par exemple, j'ai découvert que tous les jours, je me repose, tu vois, le soir, le midi, etc. Toutes les semaines, je me repose, le dimanche, le samedi, c'est super. Mais en fait, c'est tout. Enfin, je prends jamais de vacances, en fait. Parce qu'il y a toujours un projet à faire Ouais. sur la semaine prochaine. Alors, je te donne mon axe, c'est mon axe d'aujourd'hui. Hein. Je Ouais. peux pas en faire une certitude. Encore une fois, c'est basé sur des bouquins, une expérience. C'est des trucs qui se testent en fait toute une vie. Puis tu peux aussi tester un machin, arriver à une conclusion qui te fait chier au bout de 3 semaines. Hein. Mhm. Déjà, Johnny Dumas, ton confrère américain, a dit, Ouais. je n'accepte jamais de nouveaux projets. Jamais, jamais, jamais. Si jamais on m'en propose un, je dis non, même s'il m'intéresse. Si jamais on me le repropose, je dis non. Et si à la 11e fois on me l'a reproposé, je vais songer à dire oui, même si j'en crève d'envie. Donc déjà, on parle de minimalisme. Déjà, toujours refuser les nouveaux projets, c'est important. Après ça, j'ai réduit le stress de mon équipe par 10 en créant des semaines identiques. C'est marrant parce qu'on a tendance à vouloir fuir ça quand on est entrepreneur, à se dire j'ai été salarié, j'ai été forcé de faire des choses dans la semaine, mais la semaine est un assez bon repère. Si par exemple je me souviens que tous les mardis matins je dois créer du contenu pour revenir Mhm. sur l'exemple de tout à l'heure, c'est chouette. Si jamais une personne de mon équipe sait qu'elle doit taper une page de vente tous les vendredis, elle s'y prépare à l'avance. Le matin, elle a aucun stress de se dire sur quoi je dois travailler et elle fait ça. Et si jamais une tâche est trop grosse, dans ce cas-là, elle sera fragmentée, par exemple, tous les matins à 11 heures, de 11 heures à midi, passer 1 heure sur la page de vente, ce qui permet aussi, en repassant dessus au passage, je sais pas si tu as remarqué, quand tu repasses sur une tâche, qu'elle soit bien foutue. Par exemple, créer une formation, ça peut être euh, commencer par tous les jours faire le, le plan, repasser dessus, le valider en équipe au bout de quelques semaines. Après ça, c'est de faire la formation, mais arriver à défragmenter, enfin à mettre en fragments chacune de ces grosses tâches de manière à les faire en plusieurs fois. Et puis à la fin d'augmenter en qualité. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu perturbant, c'est que du coup tu peux pas te mettre à 100% à fond sur une tâche, mais c'est aussi, je crois que c'est aussi la bonne manière pour apprendre, pour créer, pour faire quelque chose de vraiment propre. Je pense à Ramit Sethi par exemple qui va d'abord écrire un brouillon de ses formations, qui va après ça le montrer à des bêta-testeurs. Il va demander est-ce que cette formation vous plaît ou pas, qu'est-ce que vous devriez rajouter, qui passe par un comité de relecture, etc. C'est un process qui a été vachement découpé
au final pour obtenir quelque chose qui va être de très bonne qualité. Et mon équipe a réduit en stress parce qu'aujourd'hui, ils savent ce qu'ils doivent faire c'est-à-dire que le matin, ils se lèvent, ils sont pas dans le stress de waouh, j'ai 300 tâches, il faut que je priorise. Non, c'est genre, ils savent tous les jeudis matin, c'est tel type de tâche. Tous les jeudis après-midi, c'est tel type de tâche et tout rentre dedans. Ça a été un changement de radical chez nous. Radical. Ça, tu l'as mis en place il y a combien de temps? Ça fait 2 mois, à peu près 2 mois. Ok. Et maintenant, on va venir le moduler. Par exemple, si on sait que écrire une page de vente, ça prend, je dis n'importe quoi, je dis un chiffre vraiment au hasard, ça prend 10 heures et qu'on découvre qu'en fait, c'est pas 10, mais c'est 15 heures, et ben dans ce cas-là, on va venir moduler dans l'agenda le truc pour que chaque semaine, ça prenne un petit créneau en plus dedans, tu vois. Hmm. Ou si c'est moins, on va bien le moduler. Dans ce cas-là, l'important, c'est que toutes les semaines soient identiques et non pas de planifier à l'avance quelle semaine tu vas faire quelle semaine, puisqu'au final, chaque semaine, tu fais C'est un peu de ça. tout. Ouais, c'est ça, Hmm. ouais. C'est intéressant parce que c'est l'approche opposée en fait de ce que moi j'ai essayé de faire. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai Mais essayé de concentrer certaines tâches sur certaines semaines en me disant, OK, il y a une semaine où je vais faire une vidéo, une semaine où je vais faire des podcasts. Tu vois, cette semaine, par exemple, je fais des podcasts. Une semaine où je vais faire un lancement de produit. Et je me demande, il y a peut-être un effet aussi de personnalité là-dedans. Mais effectivement, mon système actuellement, il ne marche pas encore très bien. Je suis en train, tu vois, je l'expérimente, j'essaie d'optimiser, j'essaie de trouver la formule qui fonctionne. Parce que jusqu'ici, effectivement, mon système à la One Again, ça fonctionne de moins en moins plus tu as de monde qui travaille sur le projet. il y a une étude sur des étudiants, je crois que c'était des étudiants en médecine, il me semble, sur leur façon d'apprendre. Et ils expliquaient que beaucoup d'entre eux, beaucoup de ceux qui réussissent en médecine, ce sont des gens qui ont des facilités. Et ceux qui ont des facilités, souvent jeunes, ce sont des gens qui n'ont pas appris à apprendre. Par exemple, moi j'en fais partie, j'avais des facilités à l'école, je dis pas que je suis plus malin qu'un autre, c'est juste que j'apprenais facilement. Du coup, quand j'étais jeune, j'ai jamais appris à apprendre. C'est-à-dire que je voyais les informations, je les enregistrais, et où je sais pas, il y avait une opération à l'écran, j'arrivais directement à trouver la réponse sans savoir comment j'avais fait. Et au bout d'un moment, tu arrives dans un mode où ça se complexifie avec les années, enfin, forcément de plus en plus, tu passes maternelle, primaire, lycée, école d'ingénieur, patati patata. Au bout d'un moment, ton cerveau, il a plus la réponse. Sauf qu'en fait, les autres ont appris à décomposer et à faire des petites tâches pour arriver à la solution. Là où toi, tu n'as jamais appris et tu as toujours bossé en bloc sur un truc, tu vois. Tu as toujours passé 2-3 heures où tu avais directement la solution. Et il disait que les étudiants en médecine, je sais plus dans quoi c'était, ceux qui réussissaient, c'était ceux qui justement c'était peut-être les moins intelligents au début, mais qui avaient appris à apprendre, se mettre des routines pour y arriver, plutôt que ceux qui bossaient par bloc, qui s'épuisaient parce qu'un jour, la tâche est trop grosse et elle te déborde et tu te sens pas bien par rapport à ça. Donc ouais, je crois beaucoup. J'en parlais avec Jean Rivière. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a décomposé sa semaine entière. Là où dans le temps, il faisait tout en bloc le lundi ou le mardi ses formations. Il a tout décomposé du lundi au vendredi. Lundi, mardi, mercredi, il va écrire son plan de formation. Jeudi, vendredi, il va tourner et puis il met tout en place le samedi, dimanche. Et donc, c'est toujours un créneau de 2 heures et ça lui permet de revenir dessus le lendemain à chaque fois et d'avoir des nouvelles idées en plus dans le système du truc. Donc, tu montes en qualité. La seule chose qui est un peu désagréable, c'est que tu as un peu le côté série télé, c'est que tu as envie d'avoir la suite directe. Sauf que là, il faut attendre le lendemain pour avoir la suite de ta tâche. C'est la seule partie qui est un peu pénible. Mais tu montes en qualité et tu baisses en stress, à mon sens. Écoute, je suis en train de tester, je te dirai si ça marche ou pas. C'est Pour important pour l'instant, toi ça donne des bons d'avoir résultats. de l'inspiration quand tu crées du contenu ou est-ce que c'est un truc qui est pour les amateurs, l'inspiration? L'inspiration, elle est non, c'est la clé de tout, non, tu dois même non, mais c'est même devenu chez moi un travail. C'est bizarre à dire, mais l'inspiration est devenue un travail. Par exemple, tu remarques que quand tu pars en vacances, tu es plus inspiré. Quand tu fais des marches, tu es plus inspiré. Je sais pas, tout le monde, ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Quand tu pars en vacances, tu reviens, tu as toujours des nouvelles idées pour ton truc. C'est parce que ton cerveau se déconnecte de l'endroit où il était, il a trouvé les bonnes idées. Et quand tu reviens dedans, tu as moins le nez dedans du coup et tu trouves ta bonne idée, tu mets en place ton truc. Donc en fait, l'inspiration, c'est le machin qui fait que tu passes de bon à génial en fait. C'est le truc qui fait que tu passes de le mec lambda qui crie sur le web à un mec qui a un niveau au-dessus. L'inspiration, elle se travaille par des livres. Enfin, je sais pas, j'ai des piles entières de livres juste derrière l'écran, mais on peut pas trop les voir, mais par des livres, par des discussions, par des balades, par des vacances, tu es obligé de travailler ça, obligé. Parce que moi, c'est ça qui a toujours explosé mes tentations de faire des plans, quoi. Ma dernière vidéo, elle était assez longue, elle a pris 30 heures à faire. Mais pendant Ouais. tous les jours où j'ai travaillé sur cette vidéo,
j'ai fait absolument que ça, tu vois. C'était mon truc, j'étais à fond dedans, etc. Si tu m'avais dit, ah bah tiens, bah non, il est 11h30, il faut que tu switches et que tu fasses une autre tâche, je t'aurais dit, fuck, vas-y, casse-toi, tu vois ce que je veux dire. Je serais resté sur mon truc, ma vidéo, je la fais à fond, je m'aperçois pas que j'ai loupé le déjeuner et tout. Et c'est vraiment toujours comme ça que j'ai bossé. Et tu as du coup cette peur de te dire, OK, est-ce que c'est ça aussi qui fait que mon truc fonctionne, tu vois, c'est que je peux m'immerger à fond dedans et le faire à fond comme un gros teubé pendant plusieurs jours. Je vais boire ce truc, je vais le respirer, je vais le faire à fond. Mais du coup, c'est pas compatible, si tu veux, avec le fait de gérer une boîte. Il y a ce côté entrepreneur de mon boulot et ce côté créatif, youtubeur, créer des vidéos, créer des formations, etc., qui commence à rentrer en conflit chez moi. Je sais pas si tu as vécu ça ou si tu arrives mieux à les concilier que moi. Comment est-ce que tu réfléchis à ça? C'est, écoute, dans l'absolu, il y a pas une règle idéale. Puis un système qui a bien marché avant peut ne plus t'aller après, ou l'inverse, hein, un système qui a marché plus peut marcher pour toi. À un moment donné, il faut aussi voir le kiff. Tu vois, on a choisi. Je pense que si jamais il y a une question d'envie là-dedans, si tu as un grand plaisir à t'immerger dedans, à faire ça, à te déborder, en mode Zuckerberg dans son garage pendant 3 mois, tu vois, et que tu as un kiff de ça et que t'en sors victorieux comme dans le Roi Lion, tu portes le bébé lion à la fin, tu vois. Enfin, c'est top. Si maintenant, au bout là, tu as l'air d'en avoir marre. Donc, à mon avis, il y a peut-être un autre truc à essayer. Et là, par exemple, un exemple tout simple. Là, en ce moment, j'écris un livre. Bon, je dis en ce moment, ça fait 24 heures. Oh putain, super technique. Faut que je t'en parle juste après. Super technique que j'ai trouvé. J'écris un livre Pour depuis écrire un livre 24 en heures. Là, 24 heures. Il est fini. Il est fini. mais mon premier livre a été sorti en 7 jours. Ça s'appelait 15 en une semaine, qui m'a rapporté 1 million, à peu près 1 million. A été écrit en 7 jours, mais immergé dedans à fond, Pour les etc. gens qui veulent cette backstory, d'ailleurs, on en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble en 2018. Il y aura le lien en description de cet épisode. Ouais, avec un pseudo que j'assume plus pas du tout aujourd'hui. Bref, mais là, tu vois, j'écris un livre et je me mets dessus une demi-heure tous les matins. Au moment où j'aime écrire le matin, comme toi au passage, et parce que c'est là que je suis le meilleur et que j'ai l'impression que ma journée est la plus belle. Mais c'est comme voir une série, c'est comme voir un épisode d'une série. C'est-à-dire que j'ai un plaisir. Voilà, ça fait que 2 jours, tu me diras, mais ça fait deux matins. J'y passe seulement une demi-heure. Je me retiens de faire la suite. Et là, je suis repassé dessus ce matin. J'ai corrigé tout un tas de choses dans la première partie qui me paraissaient bonnes le jour J à chaud, qui à froid me paraissent pas aussi bonnes que j'ai corrigé. Et tous les jours, j'en ferai une demi-heure. Et j'ai inventé un système d'écriture collaboratif. Attention, accroche-toi, c'est conceptuel. En fait, le problème quand tu écris un livre, c'est que tu sais jamais s'il va plaire ou s'il y aura des gens qui vont le lire. Enfin, moi, c'est le drame de ma vie, c'est que j'ai écrit plein de bouquins, enfin plein, quelques qui ont été des best-sellers et plein de navets qui ont jamais été lus, tu vois. Et c'est pas forcément ceux dans lesquels j'ai mis le plus d'énergie qui ont le plus marché. C'est souvent ceux dans lesquels il y a le moins d'énergie possible. Bref. Et là, j'ai créé un opt-in dans Facebook. Attends, on part un peu technique, sur 8 phrases. J'ai créé un opt-in Facebook. Je dis aux gens, venez m'observer pendant que j'écris mon livre. Donc, si tu mets ton email, tu arrives et tu arrives sur mon Google Doc et tu peux me voir en train de taper les lignes du livre, tu vois. Mhm. Et il y a un petit bouton en bas, c'est marqué, viens me laisser tes commentaires pour que les gens me disent ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Et tu sais que Tim Ferriss avait en 2003 trouvé son titre la semaine de 4 heures en mettant 100 balles dans AdWords, je crois. Ouais. Et il se trouve que son titre, c'est celui qui était sorti, c'est l'histoire assez connue. Celui qui est sorti, c'est celui où les gens ont le plus cliqué. Donc là, je vais faire pareil. Chaque jour, je vais changer mon opt-in en mettant un titre différent. Je regarde les commentaires des gens et je me sens genre encouragé par les gens pour écrire ce bouquin. Parce que plein de gens me donnent des commentaires, me disent ce qu'ils en pensent. Tiens, tu devrais mettre ci à tel endroit, mais ça, et tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Et après ça, alors forcément, si 100% des gens ont accès à mon livre gratuitement, c'est pas terrible, mais tu peux au bout d'un moment, je sais pas, à la moitié, tu peux couper peut-être aussi le process, le faire tout seul derrière, mais tu as déjà une moitié qui est bétonnée, validée, et puis c'est assez simple quand tu as déjà le thème, le titre, l'ambiance, le truc, le décor, d'arriver à faire l'autre moitié. Le plus dur est probablement déjà fait, quoi. Et Et tu donc leur voilà, parles sur le live ou ils regardent juste le texte défiler? Alors, ils ont accès vraiment à mon Google Doc, hein, et il y a un Ok, petit bouton en dessous, c'est marqué laissez-moi un commentaire. Ça m'envoie un petit email ok. pour m'envoyer des commentaires sur le livre. Et c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Et puis, du coup, quand je change la couverture ou le titre, je vois qu'il y a plus ou moins de personnes qui rentrent dedans. C'est rigolo ouais, c'est interactif. On a une chance aujourd'hui, enfin, quand Tim Ferriss, c'est marrant, Tim Ferriss a inventé ça il y a 10 ans ou 20 ans, quasiment personne n'a réutilisé cette même idée.
alors qu'on a des outils qui sont phénoménaux. Enfin, on a Facebook, Instagram, on a, peut-être pas TikTok, mais on a tout un tas de logiciels qui sont là, qui sont géniaux pour nous, quoi. Ce qui aurait été impossible à l'époque d'arriver à écrire un bouquin, de se faire aider. Et tu sais, on parle de la puissance des masterminds, des cerveaux, du regroupement, de la puissance collective, et on l'utilise pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas? Pourquoi tout le monde fait pas ça quand il écrit son livre? Pourquoi on n'utilise pas la puissance de 1000 cerveaux comme dans le temps quand on pouvait se connecter au machin pour trouver des extraterrestres? Maintenant, t'es trop jeune pour avoir connu ça. Tu te rappelles ou pas? Dans le temps, on trouvait T'avais des un, extraterrestres. t'avais un, t'avais, J'ai t'avais un loupé des trucs. économiseur d'écran. Ça s'appelait le projet SETI, je crois. C'est un vieux truc, hein. Et ton CPU, ton ordi, quand tu Ah, étais en veille, il se branchait pour aller analyser des images de la NASA. ok. Et ça n'a jamais rien donné. D'ailleurs, au passage, je crois que le machin a été abandonné au bout de quelques années. Et là, c'est pareil. T'as des tonnes de gens qui sont là pour t'aider, en fait. Il suffit juste de demander. C'est quelque chose qui est récent chez moi. C'est apprendre à demander. Dans le temps, quand j'avais un problème, je ne demandais pas. Maintenant, j'apprends à demander. Je suis minimaliste et j'adore et j'apprends à demander. C'est mes deux nouvelles choses qui me changent la vie. Donc, le titre d'origine de mon livre, c'était le premier, celui que j'ai vendu à l'éditeur. C'était Apprends à vendre et tu n'auras jamais faim. Et donc, j'ai posté ce titre. L'éditeur était très, très content d'ailleurs. Ils étaient très contents. Je l'ai posté dans mon forum privé avec tous les gens qui font mes formations. Et personne comprenait ce que j'essayais de dire. Les gens étaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, je veux dire, j'ai pas faim, j'ai très bien mangé. Tu vois. Je pensais qu'il y avait un putain de truc métaphorique, tu vois. Tu pourras toujours gagner ta vie, tu pourras toujours t'en sortir. Personne comprenait le truc. Donc, j'ai abandonné cette idée et tout qui sonnait pas mal dans ma tête. Euh, Ouais. parce que les retours étaient pas bons, tu vois, dans le forum. Après, je pense que Et sur comment tu le l'as trouvé? livre, le titre, le nouveau titre, Ouais. Le nouveau titre? bah, du coup, le nouveau titre, j'étais dans la galère parce que moi, c'est pas ma grande force de nommer les choses, de titrer. Je suis pas, tu vois, j'essaye de brainstormer et tout, mais j'ai pas l'impression de trouver des trucs de ouf. Là où, je sais pas, quand tu fais une proposition de valeur ou un titre pour une vidéo ou un titre pour une page de vente, quand j'ai trouvé le bon titre, je me dis, ah ouais, là, tu vois, c'est le bon titre, ça a vraiment tous les ingrédients que je cherche. Et dans un nom, je sais pas pourquoi, mais je suis toujours en train de questionner de est-ce que finalement c'est bien. Et j'ai passé tellement de temps que finalement, peut-être un truc nul, je me suis Hmm. auto-convaincu ou je suis tellement dans le contexte, tu vois. Parce que peut-être qu'apprendre à vendre et tu n'auras jamais faim si tu es à fond dans le contexte de ouais, mais tu vois, c'est clever. Mais le truc, c'est que si tu le vois sur un livre et que tu comprends pas ce que ça veut dire, tu vois, c'est le C'est contexte, il clair. est de je sais pas ce que ce livre c'est, est-ce que je comprends ce que c'est. Et donc finalement, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à différents titres que j'avais proposés dans le forum. Et un qui était pas trop mal, c'était euh, un empire dans votre sac à dos ou un business dans votre sac à dos. On avait un truc comme ça aux alentours du sac à dos, etc. Et j'ai vraiment hésité pendant longtemps entre empire et business. Et les gens étaient partagés d'ailleurs dessus, mais il y avait des gens qui avaient une réaction positive à Empire et des gens qui avaient une réaction négative à Empire, où c'était trop conquérant, c'était trop militaire, ça leur plaisait pas. Alors, le problème, c'est que business, tout le monde était un peu neutre, en fait. Tu vois, c'est le terme un peu neutre Hmm. pour le dire. Donc, j'ai été sur le terme qui était plus mémorable avec une plus grosse polarisation. Et le dernier truc qui a été fait, c'était encore une fois sur le forum, sur le même truc, quelqu'un m'a suggéré, pourquoi est-ce que tu dis un empire dans votre sac à dos? Tu devrais plutôt dire votre empire dans un sac à dos. Parce qu'en fait, l'important ici dans le titre, que ça t'appartienne, c'est pas le sac à dos. On s'en fout que le sac à dos il t'appartienne. Ce qui est important, c'est que ton empire il t'appartienne. Et quand tu faisais ce switch, il y avait aussi cet effet où les gens, on leur disait un empire, ils se disent ouais, c'est militaire et tout, je suis pas non plus Hitler, tu vois, je vais pas non plus conquérir l'Europe, c'est pas mon but, tu vois, ça avait l'air trop gros, trop agressif. Mais ça devient votre empire, c'est un truc personnel, c'est un truc qui Hmm. t'appartient, tu peux le définir comme tu le veux. Si ton empire, c'est un petit truc, et justement, bien sûr, l'idée ici, c'était ton empire, ça peut être un petit truc sur lequel tu as le contrôle ultime, et c'est pour ça qu'il rentre dans un sac à dos, parce que c'est un petit truc. Et du coup, je l'ai trouvé, effectivement, en creux sur ça, en fait, une grande partie. La structure fondamentale de la phrase, je l'ai trouvée parce que je pense que les gens sont meilleurs pour te dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, plutôt que pour te suggérer proactivement des idées vraiment géniales ou vraiment nouvelles. C'est à toi, du coup, de brainstormer des idées. Tu vois, Tim Ferriss, sur son AdWords, il avait brainstormé des idées et ensuite, il les a mis sur AdWords. Ce n'est pas les gens qui lui ont dit sur AdWords C'est ce qu'il vrai. fallait mettre, mais ils ont choisi entre différentes options. C'est vrai. Et quand tu sais pas comment choisir ou quand tu n'es pas sûr, là, ils m'ont donné des retours et ils m'ont mis des petites suggestions qui a fait que le titre final était meilleur. Et ça rejoint ce que tu dis sur le fait de pouvoir mettre des gens. Après, sur l'écriture du livre en soi, moi, j'avais réfléchi à faire ce que tu proposais, de mettre les gens directement dessus. Et je me suis dit, ça va être ingérable d'avoir 50 000 personnes qui mettent des retours. Donc, du coup, en fait, j'ai pris un groupe de personnes qui étaient en gros les bêta-testeurs et qui étaient des gens en qui Pas j'avais une grande mal. confiance. Ou si la personne, elle me dit ça,
Voilà, et qui notamment des gens de mon équipe, qui étaient des gens, tu vois, avec qui j'ai confiance. Du coup, je me dis si cette personne, elle comprend. Tu vois, c'est un truc, c'est si cette personne, elle comprend pas ce que j'essaie de dire là, il faut que ça parte. Parce que mon lecteur moyen est pas, tu vois, cette personne est pas plus bête que mon lecteur moyen. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si cette phrase, elle est pas claire, ou si ce terme, il est pas clair, ou s'il faut que j'explique ça, c'est clair que c'est pas bon. Alors que parfois, tu vois, il y a un côté où je me dis, la personne moyenne qui m'a mis un commentaire sur YouTube, est-ce que c'est parce que ce que je dis est pas clair ou est-ce que cette personne est complètement débile? Sur YouTube, c'est vraiment, sur YouTube, tu vois, il y a à boire et à manger dans les commentaires. Ou quelle que soit la vidéo que je fais, il y a 3% des gens qui vont penser que je suis complètement un arnaqueur, un connard. Sur ma dernière vidéo sur les théories du complot, les commentaires, c'est la guerre du feu totale. Donc, du coup, je suis un peu, circonspect d'ouvrir ça à tout le monde. Donc, pour le coup, c'est le côté un peu élitiste. Tu vois. Je l'ai fait sur mon forum privé, je l'ai fait avec un groupe de personnes que j'avais choisi, des gens de mon équipe, etc. Mais là, ça m'a appris énormément parce que beaucoup de choses qui sont claires quand tu y penses, en fait, sont pas aussi transparentes pour les gens où il leur manque un élément de contexte et tu aurais eu beaucoup plus d'impact en leur redonnant cet élément de contexte qui est beaucoup plus disponible pour toi pour une raison X ou Y dans ta tête. Pour toi, c'est évident et pour les gens. Tu vois. C'est compliqué en fait de savoir. Je suis en train d'expliquer un truc. Qu'est-ce qui est déjà évident et si je te le répète, tu auras l'impression que je te prends pour un débile. Et qu'est-ce qu'il faut que je t'explique? Parce que si je ne te l'explique pas, il te manque un cran et tu auras l'impression d'être un débile parce que tu n'auras pas compris ce que tu vois. Et où se trouve le curseur? C'est pas toujours évident. C'est pour ça que tu vois, quand tu fais une page de vente, tu vas faire beaucoup de sondages pour comprendre où en sont les gens. Et pour le livre, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, je pense que ton approche est la bonne. Après, on verra si tu vois si le dans la foule. Eh ben, on verra. La foule, Je fais ça le te test. saoulera. Ouais. On verra. Ça fait aussi d'opération de com au passage. L'opération de com est intéressante, ouais. tu sais. Ça rappelle le Coca-Cola qui cherche toujours des raisons de faire des publicités ou des n'importe quel événement parce que Coca-Cola, enfin, c'est la même bouteille depuis 100 ans, tu vois. Et le marketing, finalement, c'est le même marketing depuis 100 ans quasiment. Et donc, c'est aussi l'opération de faire une opération de com pour voir ce que ça donne. Donc, ce sera intéressant de voir. Donc, tu as deux business dont on avait parlé dans l'épisode précédent qu'on avait fait ensemble. Encore une fois, j'invite les gens à aller l'écouter. Je récupère mon ex et puis le business qui est hébergé sur antoinepetavin.com qui est tout le côté business. Ça m'intéresse aujourd'hui de savoir quelle est ta position par rapport à je récupère mon ex, que tu passes encore beaucoup de temps. La dernière fois qu'on avait parlé, pour te remettre dans le contexte, tu étais en train de dire je veux que l'équipe soit le plus autonome possible, je veux leur donner tous les process. Je voudrais bien avoir une update là-dessus de où en est ce business-là en termes de le besoin que l'équipe va avoir de toi. Quand je prends une respiration, c'est que c'est un sujet compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. C'est très simple. Mon objectif était d'arriver à rendre une équipe la plus autonome possible. Dans ma tête de rêveur, je m'étais dit, une entreprise, tu la rends autonome, tu fais une jolie pyramide de personnes, tout marche bien. Ensuite, tu passes à la deuxième et puis tu peux en faire 300, quoi. Et il se passe quelque chose sur le web qui fait que c'est ce que tu crées, c'est un espèce de château de sable en fait. C'est-à-dire que c'est pas un vrai château sur le web. Enfin, je dis ça, c'est vrai dans plein d'autres business. Et probablement que chez Apple, c'est la même chose. Si tu crées quelque chose, mais tu es dans un monde qui est mouvant, c'est-à-dire que ça bouge. Par exemple, tu es à la merci des nouvelles lois de référencement de Google. Tu es à la merci du fait d'être banni ou pas des pubs Facebook. Tu es à la merci de tout en fait, de la vie quoi. Tu as un souci d'employé. Enfin, du coup, ça fait que j'ai réussi à me libérer beaucoup de temps sur cette entreprise. Aujourd'hui, c'est ce qui est chouette, c'est ce qui est génial, mais je peux pas imaginer qu'un jour j'y passerai aucun temps. En fait, je suis toujours obligé de revenir dedans. Et tu peux pas te dupliquer, tu peux pas inventer le truc. Tu as toujours besoin de ramener un truc un peu génial ou d'être un peu le créateur qui va insuffler des nouvelles idées, de recréer le tout, d'être novateur. On est dans des business où finalement tu as quand même intérêt à être un peu novateur dans l'approche de ce que tu as du truc et d'être un peu génial, quoi. Donc, du coup, ça se matérialise comment? Parce que c'est une bonne étude de cas et je veux dire pourquoi moi ça m'intéresse parce que le business est assez mature, il a bien grossi, il y a une équipe, ça fait un moment que tu essayes de mettre ça en place. Et du coup, je me demande comment le rôle de la personne qui a démarré le truc et qui au départ faisait un peu tout, comment ce rôle il évolue au fil du temps. Et toi, tu es assez avancé dans cette courbe-là. En termes de ton rôle, il est assez mature et tu commences un truc que tu commences bien à comprendre. Il me semble que la dernière fois qu'on avait parlé, ça faisait 10 ans que tu gérais ce site. Ça fait ça 2008, ça a commencé 2007-2008. C'est ça, ouais.
Donc là, c'est un business qui a quand même pas mal de recul. Donc aujourd'hui, concrètement, tu vois, je sais pas, au niveau de la semaine ou au niveau de la journée, comment est-ce que ça se représente? Tu vois, c'est quoi les tâches qui te restent in fine quand tu as essayé de délayer le plus de choses et de mettre en place le plus d'équipes? Il y a, alors le truc le plus bizarre là-dedans que je peux te dire, c'est qu'au final, quand tu es un entrepreneur aguerri du web, enfin, ou peut-être même dans tous les domaines, hein, c'est que tu représentes à peu près entre 7 et 11 personnes à toi tout seul. Au début, hein. Enfin, au début, lorsque tu es avancé, tu fais ta compta presque tout seul, tu fais ton site web, tu fais tes articles, tu fais tes vidéos, tu fais ta com, tu fais ton SAV, etc. Enfin, à tout seul, tu représentes et tu le fais vite en plus parce que tu es habitué, parce que tu connais tous les contextes, etc. Puis Mhm. un jour, tu te dis, j'en ai plein le cul d'être tout seul, on va commencer à déléguer. Donc là, ce qu'il faut, c'est que la première personne, a priori, celle que tu choisis, tu vas prendre la tâche sur les 7 ou 15 qui te plaît le moins, et tu vas la mettre dessus. Et au final, aujourd'hui, sur Je récupère mon ex, il y a, j'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'il y a 7 employés. Il y a 7 employés qui représente à peu près les 7 tâches de ce que je faisais au quotidien. Mhm. Il y a une personne qui est sur YouTube qui va gérer les commentaires, les publications, les patatis, les patatas. Une personne qui est sur le blog qui va gérer la rédaction des articles, la qualité, etc. T'en as une qui va gérer le SEO, une qui va gérer le SAV, etc. Et elles font et donc les 7 sont équivalentes à peu près à toi. Alors toi, on est d'accord, tu le faisais un peu en mode dégueulasse, mais efficace, tu vois, tu étais en mode Pareto, quoi. Tu faisais les 20% qui faisaient 80% de l'histoire. Là, du coup, tu te retrouves avec 7 personnes qui représentent, c'est à peu près ce que je remarque, c'est à peu près 7 personnes, tu vois. Ce qu'il faut pour remplacer ta journée, pour t'extraire d'un business. En tout cas, moi, Et donc, du coup, c'est ce que j'ai toi, fait. tu deviens quoi? Tu deviens monsieur nouvelles idées, le gars qui arrive et qui C'est débarque et qui dit ça. on va faire ça ensuite On fait un point par semaine tous les lundis en début d'après-midi. avec tout Et le monde? il y a avec tout le monde, on revoit tous les points des 7 personnes, les tâches, ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, mal fait, comment est-ce qu'on peut l'optimiser. Et ça marche bien. Et je croyais, alors, donc la société, elle a à peu près, je sais pas, je dirais 10 ans ou 12 ans. Et je croyais, il y a 5 ans de ça, je me suis dit, je vais trouver tous les salariés qu'il faut, ça va être fait dans 6 mois. Et donc là, aujourd'hui, 5, entre 5 et 7 ans après, ça y est. Il aura fallu que 5 à 7 ans au lieu de 6 mois que j'avais estimé au début. Ça a pris du temps, mais c'est bon, c'est fait. Parce que tu trouves les bons ou pas les bons, puis ensuite il y a des gens qui partent et qui reviennent, puis tu changes d'idée, puis tu as d'autres trucs et c'est long. C'est super long. Mais c'est aussi un truc qui durera dans le temps, je pense, toute notre vie. Je pense que même quand je mourrai, le machin marchera toujours. Tu crées un truc qui est chouette. C'est chouette d'avoir une équipe. Enfin, moi, j'adore ça. J'adore avoir des équipes. Mais je suis un peu un ovni. Enfin, je pense que toi aussi, tu fais partie de ceux qui veulent des équipes. Mais il n'y a pas tant de monde que ça dans notre entourage qui veulent avoir des équipes. Dans leur business, la plupart ont un grand plaisir à bosser seul. Je ne Ouais. sais pas si c'est par manque de compétences à déléguer ou si c'est par réelle volonté d'être tranquille. Je pense qu'il y a aussi, pour moi, en gros, le gros déclic, ça a été de réaliser que je pouvais trouver des gens géniaux avec qui travailler. Mm. Euh, Notamment, j'ai eu des expériences étrangement pas mal quand j'étais consultant. Quand j'étais consultant en pub Facebook, je bossais avec tu sais, des PME, des random PME, quoi, pas des PME spéciales du web. Et tu appelles des gens qui en ont rien à carrer de ce que tu es en train de leur raconter. Tu vois, c'est juste, tu as une tâche dans leur Outlook et il faut qu'ils te fassent. Et puis voilà, tu vois, ils n'en ont rien à foutre, ils n'ont aucune envie de faire le truc. Et ça, tu vois, ça me faisait peur, tu vois, de me dire, je vais monter un truc et je serai le boss relou qui va fouetter les gens, etc. Et c'est uniquement le moment où j'ai compris en fait, j'ai uniquement le moment où j'ai compris qu'il y avait des gens dans mon audience qui avaient la même mentalité, les mêmes compétences, mais qui étaient juste 5 ans, 6 ans, 7 ans moins avancés que moi, que je pouvais les prendre, que je pouvais les plugger dans mon business. Mais quasiment, j'ai envie de recruter des gens. Je me dis, ces gens-là, ils seraient capables de monter un business, ils ont l'énergie, ils ont la motivation, Mm. etc. Et quand tu réfléchis comme ça devient beaucoup plus facile de monter une équipe. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, on est 4 à plein temps, tu vois, sur Marketing Mania. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu me mets à gérer une équipe de 4 personnes dans une PME lambda. Je ne sais pas si je m'en sortirais si bien que ça. Parce que mon système de gestion, il est assez, du coup, minimaliste, tu vois. On a un appel par semaine, mais je suppose que pendant les 4 prochains jours de travail où tu vas pas me parler, tu vas faire ce que tu as à faire et tu sais ce qu'il va falloir faire et tu vas pouvoir prendre les décisions, etc. Dans la plupart des situations, ça fonctionnerait pas. Et je pense que si tu te dis, je vais être un boss et faire du middle management, etc., ça va te ruiner ton business. Parce que finalement, je pense que dans pas mal de boîtes, gérer 7 personnes, c'est un boulot à plein temps.
c'est pas 1 heure par semaine, ou je sais pas combien de temps dure cet appel. D'ailleurs, ça m'intéresserait de comprendre comment tu organises cet appel-là, parce que moi, c'est aussi un élément où tu parlais tout à l'heure de mon organisation du temps qui commence un petit peu à montrer ses limites. Aujourd'hui, je pense que la manière dont on fonctionne au niveau des appels commence à montrer ses limites. C'est-à-dire que là, je pense faire rentrer 2 ou 3 personnes en plus, et je pense pas pouvoir mettre tout le monde sur un appel, parce que notre appel de la semaine, il dure quand même 1h30, 2 heures à 4. Si ça dure 2 fois plus, ça deviendra ingérable. Je me demande comment est-ce que toi, tu réfléchis à cet appel de la semaine, comment est-ce que tu le structures, est-ce que tu as un modèle particulier et combien de temps est-ce qu'il dure en termes de process? Ça dure 1 heure parce que je peux pas me concentrer plus d'1 heure. J'ai envie de faire autre chose après. Je suis fatigué. Mon cerveau veut faire autre chose. J'ai envie, je sais pas, je regarde des fleurs, des papillons qui passent devant moi. Faut que je parte sur autre chose. J'ai entendu, attends, pour le revenir sur le sujet du recrutement, j'ai entendu une belle phrase hier. Il y a un mec qui m'a dit, la plupart des infopreneurs font une immense erreur quand il s'agit de recruter. Alors, on parle de recruter au sens large, hein, que ce soit un CDI, un CDD, recruter, enfin, passer par les services d'un prestataire. On va utiliser faussement ce terme de recrutement. Mais il dit, on cherche souvent des gens qui nous ressemblent parce qu'on se dit, parce qu'on est infopreneur et parce qu'on aime aider les gens, on se dit, on va prendre quelqu'un qui connaît, qui a déjà un bon potentiel pour le faire monter à notre niveau, pour qu'il nous remplace. Et il dit, c'est la plus grosse erreur du monde, en fait. Il dit, ce qu'il faut prendre comme profil, ce sont des gens qui veulent que vos clients soient heureux. Parce que là, ton business, c'est sûr qu'il va marcher. Si tu choisis quelqu'un qui a une envie dingue que ta parole soit donnée aux clients, que les clients soient heureux, qu'il y ait des bons retours, que tu aies le moins de SAV possible et que les gens progressent, là, dans ce cas-là, c'est gagnant. Si jamais tu prends un mini-toi qui, par contre, va vouloir progresser, qui, au bout d'un moment, va trouver ça dégueulasse que tu aies tel salaire, que lui ait tel salaire, qui va vouloir créer son entreprise, etc., tu t'arrives forcément sur une catastrophe à un moment donné parce que le machin partira en sucette. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi on m'a jamais dit ça avant, en fait? Pourquoi on m'a jamais dit ça avant? C'est une erreur Mais que c'est vrai tu que penses souvent… avoir faite, ça? Ah, mais clairement, mais j'ai pris des gens qui me ressemblaient en me disant, s'ils me ressemblent, ils vont réussir à bosser comme moi. C'est ce qui est pas bon, ce qui est pas bon, ce qui est vraiment pas bon dans l'absolu. Ce qui est pas bon. Et après ça, lorsqu'on s'organise, c'est chacun a un petit slide. Alors c'est marrant, on a récupéré ça de mes vieux souvenirs d'entreprise. Chacun fait un slide. Alors que je suis pas fan de slides et j'ai détesté PowerPoint pendant toute ma vie de salarié. Mais au final, tu sais, l'impact de l'image est important. Et le fait de voir quelque chose, voir une courbe dans un sens ou dans un autre, voir un résultat, voir un chiffre, ça permet de vachement mémoriser en plus. Donc chaque personne a un slide qu'elle présente avec les 4-5 points essentiels, idéalement avec des images pour montrer aux gens ce qui se passe. Et comme ça, tout le monde sait ce que tout le monde fait dans l'équipe. Et quand tu as une question à poser, tu sais qui est-ce qu'il faut que tu ailles voir dans le truc. Et on a aussi une personne qui du coup gère l'agence. C'est la personne qui me remplace moi, qui gère l'agence, qui va, elle, gérer tout le quotidien des gens, toutes les questions. Et si jamais elle a vraiment pas la réponse, dans ce cas-là, elle va venir m'appeler. Ok. Donc, chacun prépare une slide et tu arrives du coup à gérer le reporting de cette personne sur ton heure et c'est clair pour tout le monde et ça ne dépasse pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche. On rentre pas dans la technique, on est vraiment sur des infos high level. Si c'est une question technique, on verra après ou avec quelqu'un d'autre. Et c'est un espèce de résumé de ce qu'elle a fait, de là où elle bloque aujourd'hui éventuellement, de ce qu'elle va faire. Et puis comme ça, on brainstorm rapidement et faut que ce soit rapide, faut pas que ce soit une corvée. Et on se met et on a été nul là-dedans. Hein. Et c'est marrant, on se fixe juste d'être 5% meilleur dans le reporting d'après. Pas meilleur en chiffres, encore que si, bien sûr, mais 5% meilleur à chaque fois qu'on fait un rapport. On se dit, allez, vas-y, c'était totalement naze. Les slides, on a rien compris. La fois d'après, on sera un peu meilleur sur ces slides. On va parler comme ci, comme ça. Puis finalement, au bout d'un moment, le machin devient vachement cadré. Et on en revient sur la récurrence et le minimalisme. Parce que tous les lundis à 13h30, les gens savent qu'il y aura chez nous ce truc et qu'on aura cette réunion et qu'il faut qu'ils le préparent. Et on a réduit le stress encore fois. Là où dans le temps, c'est les appels en mode vas-y, on verra quand est-ce que ça arrive. Non, le minimalisme et la récurrence, ça a changé ma vie. C'était tellement plus efficace derrière. Tellement plus efficace. J'ai vu quelque part que tu t'es mis l'objectif de diminuer ton temps de travail à 1 heure par jour. Je sais pas si c'est réalisable, mais j'essaye en ce moment. Alors, je suis historiquement un gros bosseur, c'est-à-dire que je bosse, je sais pas, je dirais entre 8 heures et 14 heures par jour. Et j'ai l'impression de passer avec l'âge un peu, parce que je suis un vieux, je suis un papy, maintenant j'ai 44 ans.
Et j'ai une personne qui m'accompagne sur mon branding qui me dit arrête de dire ça. Et il me dit le papy, c'est la personne que personne ne veut suivre. Et j'ai envie de bosser moins, d'être plus efficace, ouais. Et du coup, j'essaye de comprendre chaque geste. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Alors, c'est marrant, c'est le minimalisme. C'est le sujet qui peut faire vite chier, en fait, les gens, parce que personne ne veut étudier ces gestes. Les gens veulent être libres. Mais au final, quand tu arrives à réduire ton nombre de gestes et quand tu arrives à avoir une routine, tu es de plus en plus libre. J'ai faussement cru Et quand là, je me tu suis parles lancé. des gestes, genre dans ta vie quotidienne ou c'est Ouais, métaphoriquement dans ton business? les deux, dans les deux sens du terme. Je te donne trois exemples. J'ai dans mes toilettes, on va parler toilettes. Je suis pas sûr que quelqu'un ait déjà parlé de toilettes sur ton podcast. C'est Non, le je pense début. pas. Je pense pas. Dans mes toilettes, Il faut bien j'ai, commencer quelque j'ai, part. exactement. Mais pas ça en titre de la vidéo. Dans... Créer les toilettes, créer une toilette minimaliste avec Antoine Antoine Pétard. Pétavin. Il y a des lampes, il y a des ampoules sur Amazon qui valent exactement 3,70 €. C'est des ampoules qui s'allument toutes seules. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Tu vas dedans et tu as gagné un geste. Alors, tu vas me dire, oui, mais un geste, on s'en fout. Il y a une psychologue qui a dit la semaine dernière à la radio, elle disait, si jamais tu te levais le matin et que tu dois tenir un verre d'eau du matin au soir, elle dit, probablement que le verre d'eau, ça ne pèserait rien si jamais tu le bois et tu le reposes. Mais si ce même verre d'eau, tu dois le tenir du matin au soir à bout de bras, il serait si lourd que tu pourrais même plus le tenir. Et elle dit ça s'appelle finalement la charge mentale. C'est tout un tas de choses dans ta journée que tu fais où tu te dis c'est pas grave, il faut juste que je le fasse, ça prend 3 secondes, mais ça vient participer à ta charge mentale. Et des fois, tu arrives le soir à la maison, tu es mort de fatigue, tu te réfléchis à qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tu n'as pas fait tant de choses que ça. Et ce sont toutes ces choses du quotidien. Et j'ai entrepris comme un bon psychopathe de lister toutes les choses que je fais au quotidien pour savoir pourquoi est-ce que je les fais. Pourquoi est-ce que j'allume la lampe de ces putains de chiottes, quoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un truc automatique, ça vaut 3,70 € sur Amazon. Tu la visses, quand tu arrives aux toilettes, le machin est allumé. J'ai une lampe dans mes couloirs. Je devais l'allumer une fois quand je montais dedans la nuit, une fois quand je ressortais. Encore une fois, 2 gestes. C'est rien. Seulement combien de fois dans la journée je cliquais dessus et combien de fois sur une vie. Enfin, si jamais tu mettais côte à côte, le temps que tu passes à faire des choses, ce serait juste dingue. Le linge, on passe combien de temps à faire son linge? Ranger la machine à laver, combien de temps on le passe? J'ai rapproché les tiroirs de la machine à laver. J'ai acheté une deuxième machine à laver les couverts, une machine à laver pour la vaisselle sale, une machine à laver pour la vaisselle propre. Quand je prends mes couverts, c'est dans la lave-vaisselle propre. Quand je les range, c'est dans celui qui est sale. Et après ça, ça devient l'inverse. Et c'est tout un tas de choses dans ton quotidien. Et une fois que tu commences à optimiser ça, mais il faut vraiment être un psychopathe pour le faire, mais t'en arrives à des vies qui sont super simples. Où, par exemple, tu vois, les fringues sont rangées, enfin, tu réduis le nombre de gestes pour ranger tes fringues. Enfin, si, par exemple, tu devais faire ranger tes fringues jusqu'à la fin de ta vie, là, maintenant, là, par exemple, que ça durait 6 mois. C'est-à-dire, pendant 6 mois, il faut que tu fasses tout le linge de toute ta vie et que tu le poses, que tu le mettes à sécher et que tu l'utilises. Tu me dirais, Antoine, déjà, ça va être les 6 mois les pires de ma vie. Et en plus, tu chercherais d'instinct à l'optimiser ton temps. Tu te dirais, vas-y, on va faire ça différemment, on va le faire industriel, tu vois. On va mettre ça là, la vaisselle là, le truc à linge là, etc. On va l'optimiser. Sauf que comme c'est dilué sur ta journée et sur tous les jours, tu l'optimises pas le machin. Et du coup, tu fais des choses pénibles toute la journée. Et j'ai changé de bureau. Je devais prendre la voiture 10 minutes pour y aller. Je les ai changés au bout de ma rue. Je gagne 10 minutes de voiture dans ma journée. C'est rien. Mais au final, tu vois, c'est tout un tas. C'est toute ta vie que tu peux repenser. Quand j'en parle, je ne sais pas si ça fait chier les gens ou s'ils trouvent ça génial, mais c'est tout un tas de choses. Le classique, c'est la machine à café sur ton bureau. Pourquoi est-ce que tu fais 5 pas pour aller à ta machine à café, etc. Alors les gens me disent, ouais, mais moi j'aime bien marcher et pétati patata. Mais tu peux aussi peut-être gagner 3 heures sur ta journée et aller marcher dans les bois plutôt que de marcher jusqu'à ta machine à café, tu vois, au final. Et c'est tout un tas de choses que tu peux faire qui sont dingues. Rapprocher ton armoire de culottes rapprocher le linge sale de la machine à laver. Enfin, tu vois, c'est rapprocher ton lave-vaisselle de l'endroit où tu ranges tes trucs. Il y a des milliers de choses au quotidien que tu peux faire qui peuvent te simplifier la vie. Des milliers. Et je suis parti là-dedans. Et que ce soit donc dans ma vie perso, mais ça peut être aussi dans ma vie privée avec mes amis, ou ça peut être on a tous ce pote qui vient te bouffer ta vie et c'est le pote que t'aimes bien, mais qui te bouffe 80% de ton temps, qui passe son temps à se plaindre, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mec-là, t'as pas intérêt à
Je dis pas de le supprimer, mais de réduire un peu le volume et de passer plus de temps de qualité avec les autres, tu vois. Et d'optimiser un peu ça, tu vois. Et dans le business, est-ce qu'il n'y a pas des tonnes de choses que tu fais qui servent à rien? Alors tu te dis, ouais, il me faut un blog. On en parlait tout à l'heure en off. Il me faut un blog, il me faut un Pinterest, il me faut un Instagram. En fait, en réalité, non. En fait, si j'ai écouté Ramit Sethi il y a 3 semaines, il dit, bah, choisis soit t'en prends un et tu t'arrêtes à ça. Tu fais un média et tu réfléchis même pas à l'optimiser sur d'autres choses. T'en fais un. Bon, là, il a un peu changé d'avis parce qu'il publie partout depuis quelques temps. Il fait son Gary Vee, mais t'en fais un et tu t'arrêtes là. Moi, j'ai décidé que ce serait YouTube. J'aime bien YouTube. C'est facile. J'adore YouTube. Et ben voilà, c'est tout. Le blog, je l'envoie promener. Il y aura plus de blog, plus d'Instagram. J'ai arrêté Instagram. Instagram, j'ai fait mon bilan il y a une semaine. J'ai posté 200 photos dessus en un an et vidéos. Ça m'a rapporté 185 euros. J'ai fait le bilan en un an de ce que ça m'a rapporté comme gain. Un an de travail. Alors oui, certains me diraient oui, mais ça va venir après, patati patata. Non, la réalité, c'est qu'au bout d'un an, en fait, je suis nul. Je connais pas les codes, je suis pas dans la cible. Pour une raison que j'ignore, c'est pas mon truc. Mais next, je suis bon dans YouTube. Je reste bon dans YouTube. Je fais que du YouTube. Mais c'est difficile au début de pas s'éparpiller, de pas avoir envie d'être dans tous les domaines, sur tous les fronts, etc. C'est un vrai travail. Je pense là, ce qui est important à noter pour les gens, parce que les gens vont toujours me demander, mais Stan, moi, j'ai pas envie de faire du YouTube. Pourquoi tu dis toujours que tu fais que du YouTube? Moi, j'ai envie de faire un blog, j'ai envie de faire un podcast, même tu veux faire du Pinterest si ça t'amuse. Je pense que ce qui est important à comprendre ici, c'est vraiment de te dire, si tu veux gagner, il faut être fort généralement. Si tu veux gagner sur une plateforme, il faut être fort sur cette plateforme. Si tu veux gagner sur YouTube, il faut être fort sur YouTube. Et il y a peu de chance, si tu veux, c'est un peu la métaphore du gars qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques, quoi. Tu veux aller aux Jeux Olympiques et être fort dans un sport, il vaut mieux faire un sport. Tu ne peux pas à la fois faire les Jeux Olympiques en natation, en saut à la perche et en boxe, tu vois, tu peux pas. Et de la manière, c'est compliqué d'être extrêmement bon à la fois sur du YouTube, sur du blog, sur du SEO, sur du Instagram, sur du podcast. Et quand tu commences et que tu n'as pas encore trop de compétences de création de contenu, ça va pas être facile de devenir bon sur une plateforme. Donc, autant choisir une plateforme sur laquelle tu peux concentrer ton effort, concentrer ton audience et aussi concentrer ton apprentissage pour devenir bon sur cette plateforme. Et pour cette raison, tu vas commencer par choisir une plateforme. Et puis après, une fois que tu deviens bon quelque part, tu dis, bah, maintenant que je suis fort sur YouTube, je vais pas faire du Instagram. Donc, en fait, tu restes concentré sur quelque chose. Parce que tu dis, bah, c'est là où je suis bon. Et je sais très bien, tu vois, que si vous mettez demain sur Instagram, qu'est-ce que je vais t'apporter sur Instagram ou qu'est-ce que je vais t'apporter sur même, tu vois, faire des pages Facebook ça, c'est pas là où je suis fort. Et ça, c'est assez difficile à comprendre pour les gens parce que les gens imaginent que tu fais du contenu et le contenu se vaut. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai facteur il faut que ton contenu soit meilleur et en pratiquant plus et en te concentrant quelque part. Et aussi, évidemment, il y a des effets de réseau sur YouTube. Plus tu as de l'audience, plus tes vidéos vont être recommandées, etc., qui jouent un rôle assez important. Et on a l'idée moi, je vois ça comme un feu où il faut concentrer ta loupe à un endroit pour que le truc prenne, etc., que le machin s'enflamme derrière. Ce qui n'empêche pas, au bout de 5 ans, lorsque tu as un succès dingue, par exemple, tu vois, toi, tu as un succès dingue sur YouTube, ça n'empêche pas que un jour, tu es une personne de ton équipe dédiée à autre réseau et qu'elle vienne découper des parties de tes vidéos YouTube et qu'elle les mette sur les différentes plateformes. Je sais pas, ça peut être format Instagram TV, format un peu différent, que croppé d'une manière ou d'une autre, format Facebook différent, etc. Mais t'as toujours besoin. Enfin, moi, les gens me rendent fou dans leur façon de faire. Et quand tu le sais, en plus, tu sais, quand tu es un peu sur l'efficacité, le minimalisme, etc., que tu vois les gens travailler, ça te rend dingue. T'as jamais eu ça ou pas? Est-ce que tu passes pour un fou des fois? Tu sais, tu passes devant une personne et déjà, tu le vois, son bureau physique est rempli de trucs. Son bureau d'ordinateur, tu as des onglets de partout dessus. Toutes les 3 secondes, tu as la personne qui vient regarder son téléphone pour voir les notifications de sa mère, de sa grand-mère, etc. Et toi, tu as envie de dire, mais ça va pas avancer. Ton boulot va pas avancer, c'est pas bien parti en fait. Si tu veux réussir, tu sais, ça me rappelle quasiment ces films où tu vas apprendre un art martial et tu as le grand maître qui te met des tapes dans la tête si jamais tu fais pas le truc et qui te réapprend à travailler.
Et je pense que c'est pas du tout désabusé ou supérieur ou pas, mais je pense qu'on nous a pas appris à bien travailler réellement. Je dis ça pour moi. Enfin moi, pour que je découvre ça si tard, on m'a pas appris à travailler. J'ai dû bosser 10 fois plus parce que je bossais mal. Si j'avais su travailler, j'aurais bossé probablement 10 fois moins. On m'a pas appris à être efficace à l'école. On m'a pas appris à ranger mon bureau. On m'a pas appris à être minimaliste. On m'a pas appris à me concentrer, à me focus sur un truc. Enfin regarde l'école, mec. Regarde, enfin, c'est fait. Alors l'école, j'aime pas taper dessus parce que c'est la cible trop facile, mais alors je tape pas dessus, on va juste en parler de manière positive et agréable. L'école, c'est l'endroit où on t'apprend, enfin, tu as 8 heures de cours ou 7 heures de cours par jour où tu fais 7 trucs différents dans tous les sens, avec des devoirs dans tous les sens, et où on t'apprend rien, en fait. Et chacun te fait ramener un bouquin différent, où tu as un format différent, t'as rien de minimaliste, t'as rien de focus, et c'est ça qu'on t'apprend. Et un jour, on te libère dans la nature, on te fait débrouille-toi, mec. Tu fais, ouais, ok, bon, bah, qu'est-ce que je fais, tu vois? On t'avait puni de regarder ton téléphone, on t'a jamais dit pourquoi. Quand tu sors de l'école, tu fais putain, je peux enfin voir mon téléphone quand j'ai envie, maintenant je suis libre. On t'avait mis un planning, t'as plus de planning, tu fais ça y est, enfin je peux faire ce que je veux. Puis en fait, en réalité, t'en sais rien, tu bosses mal. Et les gens me disent ouais, mais moi je veux être libre de bosser. Et la découverte dans mon cas, c'est que tu peux être plus heureux en ayant des règles. C'est bizarre à dire, mais c'est des règles, mais c'est des règles que tu as choisies. Il y avait une jolie phrase qui disait la liberté, c'est de choisir sa. C'était quoi la phrase? La liberté, c'est de choisir ses propres règles, sa propre prison, un truc dans le genre là. Ouais. Et tu choisis tes règles, c'est-à-dire que c'est tes règles à toi, elles peuvent se modifier. Et c'est des règles qui viennent te simplifier la vie. Et c'est super beau à la fin parce que tu deviens plus efficace. Et j'espère que je vais réussir à bosser 1 heure par jour et à faire des milliers de choses, à déléguer. Et c'est un bel objectif en tout cas. Parce que l'objectif d'après, c'est de savoir ce que je vais faire de tout mon temps libre. J'ai pas encore la réponse de ça. Parce qu'aujourd'hui, tu en as à combien pour voir un petit peu le delta entre les deux? Aujourd'hui, j'ai réussi à… Alors déjà, j'étais un très gros bosseur. Je te l'ai dit, je bossais entre 8 et 12 heures par jour. J'ai réussi à passer en dessous de la barre des 7-8 heures. Donc, je dois bosser 6 heures par jour à la cool. Et je vois encore des gros axes d'amélioration. Donc là, je vais arriver, j'espère, à un mi-temps dans pas longtemps. Mais après ça, au début, c'est facile dans le vide du temps parce que tu as plein de tâches clairement inutiles. Et après ça, tu arrives dans le dur, en fait. C'est les machins qui étaient déjà un peu essentiels, tu vois. Et je veux pas non plus que ce soit une contrainte, en fait, que ça me fasse encore plus de travail, de réfléchir, optimiser, etc. Mais ça veut dire embaucher les bonnes personnes, prendre des bons prestats, savoir comment déléguer, mettre en place des process et tester les process, tu vois. Enfin, t'as quand même un travail. En plus, dans un monde qui est fluctuant, qu'on se mette d'accord. À l'internet, c'est une tempête, hein. Donc, enfin, c'est arriver à baisser ton truc, à créer des choses stables dans un monde de sable mouvant. Ce qui est encore pas forcément évident. Et je vais y arriver, je pense. On a parlé de la métaphore, excuse-moi. Je barre des trucs que j'avais noté de te demander. Un autre sujet, et là on va faire un gros angle droit, Antoine, dont je voulais te parler, c'était tout le côté du business sur WhatsApp. Tu es quelqu'un qui a pas mal parlé de ça, tu l'as pas mal poussé, c'est un truc dont tu étais la première personne dont j'ai entendu en parler avec ce niveau d'implication. Donc parlons un petit peu de comment est-ce que tu utilises WhatsApp, comment fonctionnent les listes WhatsApp, qu'est-ce que c'est l'intérêt aujourd'hui de s'intéresser à ça, puisque au final, ça fait un élément de truc. Tu vois, tu as déjà ta liste email, tu as déjà tes opt-in. Il faut avoir une nouvelle techno, il faut avoir une nouvelle liste, il faut reconstruire quelque chose. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est une si belle opportunité que ça, au point de s'intéresser à cette nouvelle plateforme? On est dans un monde où le marketing a changé. Alors c'est marrant, si on revient un peu dans le temps, on était dans le temps dans un marketing il y a très longtemps de télévision. Après ça, on est passé dans un monde où les gens faisaient plein de vidéos un peu faites à la main dans YouTube. On avait des blogs qui étaient faits à la main. C'était même pas des blogs à l'époque, c'était des sites web. Puis on s'est industrialisé, et on a pensé pendant un temps que ce qu'il fallait, c'était faire le plus automatique possible. Tu te souviens de ces phrases? Créer ton business en automatique, le fait que la machine travaille sans toi, etc. Ouais. C'est marrant parce qu'on est arrivé à ça. Et puis un jour, le truc est parti dans le déclin. Les webinaires automatiques marchent plus. Tes pages censées être faites une fois pour toute la vie, ça marche plus parce que les gens en ont eu marre de tous ces robots, de tous ces automatismes, de tous ces webinaires où on s'est foutu de toi pendant des années en te disant participe à mon webinaire, je suis là en direct, alors qu'en fait c'est juste un robot qui est derrière, c'est un replay en fait, ce machin il tourne mais il y a personne qui est derrière en fait. Donc tu tapes une conférence
d'un mec qui te fait croire pendant 2 heures qu'il est là, alors qu'en fait, il est juste en train de faire autre chose. Et un jour, ça s'est su. Ça s'est su et les gens l'ont vu parce que c'était pas forcément fait avec talent. Et les gens ont besoin de plus d'humains. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que les pages vieillissent. Par exemple, là où dans le temps, quand tu allais acheter, je sais pas, sur un site web, un t-shirt parce que tu avais envie d'avoir un t-shirt, et le site, enfin, l'internet, c'est pas vieux, ça a 20 ans et quelques. Hein. Donc dans le temps, tu as acheté ton t-shirt, tu savais que c'était bon. Tu as peut-être aussi eu des expériences où dernièrement, tu t'es posé la question de est-ce que ce site est toujours en ligne ou pas? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un derrière? Ou est-ce que je suis juste sur un truc qui est périmé et si je mets ma CB dedans, je vais me faire pirater ou il y aura personne derrière? Donc, le web vieillit. Tu as besoin d'être rassuré sur la fraîcheur du machin parce que c'est pas toujours très clair. Et l'automatisme, tu en as déjà suffisamment vu. Tu veux de l'humain. Et donc, on passe d'un monde B2B ou B2C, c'est business to business ou business to customer, à un monde qu'on peut appeler B2H, c'est business to human ou H2H. Donc, on voit de plus en plus souvent, c'est humain à humain. Typiquement, quand tu vas maintenant sur une page, tu vois souvent une petite vignette en bas à droite, c'est marqué petit onglet WhatsApp, contacte-moi, petit onglet Messenger, contacte-moi. Tu peux parler à un vrai humain. Et c'est rassurant. Ou des fois même, ce que je fais, moi, je mets mon numéro de téléphone, c'est mon vrai numéro de téléphone sur mes pages de vente. Si jamais tu as une question, envoie-moi un SMS et je te réponds dessus. Et c'est ça pas change tout. anti-minimaliste où tu te retrouves à avoir des centaines de messages sur ton téléphone. Bah, c'est un peu ma hantise. Enfin, genre, même les gens que je connais qui m'envoient des messages sur WhatsApp, je suis en mode, bah écoute, je répondrai tout à l'heure quand j'aurai fini. Tu vois, c'est clairement anti-minimaliste. Après ça peut être aussi une personne de ton équipe qui répond à ça. Ça peut être une personne dédiée au SAV, tu vois. Et donc, on m'en est arrivé l'idée de, finalement, c'est vrai, aujourd'hui même, tu vois, si on pense au mailing, si tu regardes bien une mailing list, c'est une façon de faire du business, mais il y a un peu d'automatisation parce que tu as fait croire à la personne au début que tu parlais juste à elle avec bonjour, dollar prénom, bonjour, hashtag first name. En fait, c'était pas vraiment elle. Et du coup, tu réalises un jour que tes emails, donc ton site, tu as intérêt à ce qu'il soit frais et qu'il y ait des informations de fraîcheur dessus pour que les gens achètent. Et ils veulent de l'humain. Donc, si tu mets ton petit tag, ça marche mieux. Tu as réalisé que tes emails aussi, un jour, quand tu regardes tes chiffres, tu fais entre 15% et 25% de taux d'ouverture. Après ça, entre le taux d'ouverture et le taux de clic, tu passes à, je sais pas, à 1 ou 2% de clics du taux des gens qui ont ouvert. Donc, tu réalises que pour beaucoup d'emails, tu as peu de résultats. Et arrive. Donc, j'en étais là dans ma tête en me disant, ouais, c'est vrai, on arrive cette année dans un monde qui est de plus en plus humain, où les gens veulent du live, du truc qui est frais. Et j'entends parler d'un Mexicain qui a 500 iPhones chez lui. L'histoire est vraie. Un Mexicain qui fait du e-commerce. Et je pose la question de pourquoi est-ce que ce Mexicain a 500 iPhones chez lui? Est-ce qu'il vend de la drogue ou quoi? Et en fait, il s'avère qu'il a créé des listes WhatsApp. Donc, c'est des listes de diffusion. La différence entre un groupe WhatsApp que tu connais peut-être, pour toi qui écoutes, ou une liste, c'est qu'un groupe, tous les gens peuvent répondre dedans. La liste, c'est toi qui envoies à X personnes, un peu comme une mailing list en fait. On t'envoie ça et les gens reçoivent tous ce message. Et s'ils te répondent, ils répondent que à toi, pas à un groupe. Et c'est très simple dans ton iPhone. Si tu ouvres ton WhatsApp devant toi, tu vas voir tout en haut à droite ou à gauche, selon que tu es sur Android ou sur iPhone, tu vas voir ça marqué liste. Donc tu peux créer des listes. Donc ce Mexicain a créé des listes WhatsApp avec dessus 250 personnes et quelques, et il peut leur envoyer ses promos. Parce donc que tu es limité à 250 personnes. 256 ? Alors, 256 par liste. Bizarrement, c'est une limitation. C'est pour ça WhatsApp. qu'il a besoin de 500 iPhones, parce qu'il a besoin d'un iPhone par liste. Alors, je crois que la raison est un peu différente. Je crois que, alors, tu peux créer plusieurs listes par iPhone, donc a priori, tu n'aurais pas de limitation. Sauf qu'en fait, WhatsApp, c'est déjà arrivé, a déjà bloqué des comptes pour spam. Ouais. Tu sais, WhatsApp appartient à Facebook et Facebook a déjà bloqué des comptes Messenger en fait, parce que tu sais, du temps des bots qu'on utilisait, les ManyChat, etc., ils peuvent te bloquer. Donc le mec s'est dit, on va la jouer sécure. Il a acheté 500 iPhones. Un contact WhatsApp équivaut à peu près, dans mes calculs, à peu près à 17 emails. Pour rappel, un email, ça coûte en acquisition entre 1 et 2 euros. Je fais des gros raccourcis, mais on va dire 1 euro. Donc, ça veut dire que quand tu récupères un email, enfin, un numéro dans ton téléphone pour le mettre dans une liste WhatsApp, ça équivaut à peu près à 17 euros. C'est à peu près le montant. Tu as des résultats qui sont juste dingues. Ce que tu peux envoyer sur tes listes, c'est par exemple, tu peux envoyer des audios. Moi, j'ai un ami qui fait ça dans le business. Il t'envoie tous les matins à 7 heures un petit audio de motivation. Tu reçois ton audio, il te dit voilà pourquoi est-ce que c'est une belle journée, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, comment est-ce que tu vas cartonner, génial. Et puis de temps en temps, il met un petit lien vers un de ses produits. Génial, ça crée un lien. J'ai pris l'habitude ce matin, j'écoute son audio à 7 heures.
Et tu peux aussi envoyer des vidéos de là où t'es, de ce qui se passe, etc. Tu peux aussi envoyer du texte, comme sur un WhatsApp avec tes potes, en fait. Tu peux envoyer tout un tas de formats qui sont différents et il faut que tu trouves quel est le format qui, toi, te plaît. Donc, une fois que tu as ça, tu sais qu'un contact peut te rapporter, vaut en moyenne 17 euros. Donc, quand tu vas dans une soirée, si tu trouves des gens, par exemple, si jamais tu étais dans le minimalisme pour repartir là-dessus, et que tu trouves 3 personnes qui sont intéressées par le minimalisme, tu peux leur dire, est-ce que ça te dit que je te mette sur ma liste WhatsApp? J'envoie un conseil une fois par jour ou une fois par semaine. Et tu crées un lien qui est dingue, mais juste hallucinant avec ton audience. Ça peut être aussi, alors ça peut être une fois par semaine, c'est le rythme normal. Ça peut être une fois par jour, c'est le rythme énervé, ou une fois par mois, qui est le rythme plutôt calme. Et quand on voit ça, tu peux l'envoyer soit de manière générale toute l'année, ou alors ce que tu peux faire, c'est pour le temps d'un lancement. Par exemple, pour montrer les coulisses de quelque chose. Et la force de ça, c'est que WhatsApp, t'es mélangé avec les amis de cette personne, t'es mélangé avec la famille. WhatsApp, c'est le truc que tu ouvres en général. C'est même un des rares trucs où tu as laissé la notification allumée pour pouvoir avoir les messages. Donc, ça veut dire que quand tu envoies ton message, tu es quasiment sûr que ton message sera lu, écouté, répondu, etc. Et tu viens créer un lien parce que la personne… Je te donne un exemple tout simple. Si jamais moi, je bosse dans le marketing et que demain… 1000 personnes ont mon numéro dans leur téléphone. Il va se trouver un jour où il y aura un comité de direction et il y a un chef qui va dire, voilà, on a besoin d'aide sur notre marketing, qui est-ce qu'on peut appeler? Et il y a une stagiaire qui va brandir son téléphone et qui va parler de moi. Elle va faire, ouais, je connais un mec qui s'appelle Antoine Pétavin, il sait faire du marketing et vous devriez l'appeler. La raison pour laquelle j'aurais gagné, c'est pas parce que je serais le meilleur, c'est parce que je serais présent. Je serai présent dans le téléphone de cette personne et cette personne-là me connaîtra. Donc, ça veut dire que tu auras gagné par de la présence et par le fait d'avoir créé un lien particulier avec cette personne. Et on le remarque souvent, en fait, même dans le marketing de produits. Celui qui gagne, c'est pas souvent le produit de meilleure qualité. C'est souvent le produit qui est plus dans la tête, plus dans l'esprit de quelqu'un. Ça n'empêche pas qu'il faut être de bonne qualité et que tu as intérêt à toujours être meilleur que les autres. Mais le fait d'être présent, ça fait un avantage dingue. Je suis invité depuis que j'ai fait ces listes et j'ai des toutes petites listes. Je dois avoir 500 personnes dedans. J'ai l'équivalent de 2 listes, de 2 ou 3 listes. Je dois avoir 600 personnes dedans. Je suis invité à des tonnes de podcasts. Je suis invité sur scène. Je suis invité sur des radios. On me propose des tonnes de contrats. C'est-à-dire que ces listes-là ont totalement changé mon business aujourd'hui. Il y a un ami, bon, je sais pas s'il faut le citer ou pas, mais qui a fait un lancement, qui a fait les coulisses, qui a mis 100 personnes dedans, qui a fait 36 000 euros de plus. C'est juste dingue parce qu'il a créé ce contact, parce que c'est plus n'importe qui. Puis des fois, tu as des gens, quand tu lances une promo, qui te posent juste une petite question. Ils te disent, est-ce que ce produit est fait pour moi? Et là, tu réponds oui. La seule chose qu'ils voulaient, c'était une validation que tu existes, que tu prennes leur avis en compte et qu'il y ait vraiment quelqu'un derrière. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin de cette petite étape pour être rassurés. Et derrière, tu fais une vente à 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros parce que tu existes. Et encore plus fort, mais là, il faut pas que je livre ça en podcast parce que c'est secret. Mais là, ça va, ça fait un peu de temps qu'on papote. Il reste plus que les meilleurs. Il reste plus que les meilleurs. Vas-y. Il y a une stratégie que j'adore qui s'appelle la stratégie de l'offre invisible, qui est inspirée d'une offre. Je crois que c'est une stratégie de Frank Kern, mais c'est un vieux truc d'il y a 8 ans. L'offre invisible, j'ai un doute. On va l'attribuer à Frank Kern. L'idée était de ne pas vendre directement sur un média. Par exemple, quand tu fais une vente par email, de ne pas mettre le prix dedans, de leur dire répondez-moi si vous voulez qu'on en parle, etc. Je te la fais rapide l'histoire. Tu envoies des news dans un domaine. Par exemple, tu envoies des news sur le minimalisme. Et à la fin, tu t'envoies un petit sondage. De quoi est-ce que vous aimeriez que je vous parle? Est-ce que vous aimeriez que je vous parle du minimalisme pour votre logement, dans vos habitudes, ou est-ce que vous aimeriez que je vous parle d'accompagnement? Et les gens, par exemple, qui vont répondre aux 3, donc l'accompagnement, c'est des gens avec qui tu vas pouvoir entamer derrière une discussion et à qui tu vas pouvoir appeler juste après parce que tu as leur numéro de téléphone. Tu vas pouvoir, au bout de 3-4 SMS, leur passer un coup de fil pour leur vendre quelque chose. Donc, ça veut dire que ta liste n'aura jamais vu que tu fais des offres, jamais. Elle ne saura pas les prix que tu fais. Et c'est que les gens qui s'impliquent, qui répondent, qui te font des messages, à qui tu vas pouvoir faire
une proposition chiffrée au téléphone derrière. Donc, ça veut dire que tu vas passer pour un mec cool de toute ta liste et les quelques-uns qui seront intéressés vont pouvoir parler. Ou tu peux demander, est-ce que tu veux qu'on aille plus loin? Est-ce que ça te dit qu'on en parle à l'occasion? Qu'est-ce que tu en penses? Et tu les vois vite, les gens motivés. C'est ceux qui vont te répondre et ceux que tu vas pouvoir appeler derrière. Tu prends ton téléphone, tu les appelles, ils font waouh, c'est incroyable, j'étais au téléphone alors que ça fait 300 messages que j'écoute de toi. Tu leur proposes ton produit qui est cool et ils achètent derrière. C'est un média qu'il faut explorer parce qu'il est résolument moderne, il est jeune, il te met face à ton audience. Moi, j'ai des souvenirs dingues. Il y a des de séquences. C'est marrant, il y a des phases où j'arrête totalement, des phases où je reprends derrière. Quand je vais dans des masterminds, souvent, je fais des tonnes de vidéos. Quand je vais en vacances, je raconte aussi. Des fois, je fais des défis sur une semaine, je fais gagner des choses. Les gens sont dingues à la fin. Concrètement, d'un point de vue technique, comment est-ce que les gens s'inscrivent à la liste WhatsApp? Parce que si j'ai bien compris, il faut que toi, tu aies leur numéro dans ton téléphone. Il faut que eux, ils aient ton numéro dans ton téléphone pour pouvoir recevoir ton message. C'est ça? Ouais. Alors, il y a plusieurs moyens. Moyen numéro un, c'est le faire en physique. Je recommence à ceux qui commencent. Tu peux, par exemple, dire à tes amis, t'appelles ton copain Stan, mais salut mon poteau, je démarre une liste WhatsApp. Est-ce que ça te tente que je te mette dessus en bêta testeur? Ça me répond, ah ouais, bah, génial mon poteau, vas-y, mets-moi dessus. Donc tu commences par 3-4 potes que tu mets dessus, tu fais ta petite liste et tu t'entraînes. Une fois que tu es au point, que tu comprends comment ça marche, que tu sais ton format, etc., tu vas rajouter d'autres gens dedans. Tu peux par exemple faire un post sur Facebook. Salut les amis, je crée une liste sur le minimalisme. Voici, il y a 3 étapes. Primo, ajoute mon numéro qui est le suivant. Alors, où tu mets ton numéro, tu vas sur On-Off, l'application de Tychris. Pour t'acheter un numéro, ça vaut 1 euro par mois ou 1,50 € par mois. Tu te crées un autre numéro pour ça. Tu sais que tu peux avoir 2 WhatsApp sur ton téléphone. WhatsApp normal et WhatsApp business. Ok. Et donc, tu peux tout à fait mettre, par exemple, sur WhatsApp business, tu as un deuxième numéro pour ton WhatsApp business. Voilà, Ok. exactement. Et du coup, tu mets ton faux numéro, ton vrai numéro sur Facebook. Salut les amis, je crée une liste sur patati patata. Si ça vous dit, étape 1, ajoutez mon numéro de téléphone dans votre téléphone avec mon nom de contact. Étape 2, envoyez-moi un coucou avec votre prénom. D'accord. Étape 3, je vous enregistre et c'est parti. Hmm. Et l'idée, c'est que, alors c'est marrant parce que moi, j'ai commencé à faire, j'ai peur de me tromper sur les chiffres. Je crois que j'ai fait 4 800 € avec 18 personnes sur ma liste la première semaine. Ça vient vite, en fait. Ça vient vite. Tu as la théorie des low hanging fruits. Admirez mon accent anglais. C'est la théorie qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont déjà besoin de toi. Ils n'ont jamais trouvé l'opportunité de te le dire ou tu leur as jamais dit. Donc, si par exemple, toi, tu es un vendeur de canne à pêche et tu dis que tu crées une liste et tu mets ton numéro et t'incites un peu à ce qu'on te contacte, il y a vite des gens qui savent déjà à peu près que tu fais ça. Ils n'ont jamais osé te le demander, ils n'ont jamais l'opportunité. Là, le fait que tu leur en parles de ta passion, que tu les incites à te parler avec toi, ils vont venir communiquer et tu vas faire des ventes. En fait, tu fais des ventes assez vite dessus. Et ça, tu peux aussi toute cette utiliser. histoire de. Vas-y. Tu peux aussi utiliser YouTube, par exemple. Je finis rapidos. Tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser ta mailing list, dire salut les amis, j'ai créé une liste WhatsApp, patati patata, venez me rejoindre. Il y a tout un tas de méthodes. Instagram, moi des fois je fais des stories, je mets mon numéro dessus. Ok, donc en fait, au final, tu as raison que c'est assez simple de dire aux gens de t'ajouter, de t'envoyer un SMS, tu as leur numéro et eux, ils ont le tien. Parce que le problème, c'est que tu ne peux pas juste avoir un formulaire disant rentre ton numéro ici et je t'enverrai des messages, puisque WhatsApp ne te permet pas d'envoyer des messages à une personne qui ne t'a pas encore en contact. Inversement à un email, par exemple. Quand tu réfléchis à tout ça, toi, tu vois ça comme une tactique cool qui marche en ce moment et il n'y a pas encore beaucoup de gens qui le font, donc il faut l'exploiter. Ou est-ce que pour toi, c'est un truc de long terme? Parce que moi, je serais inquiété du fait de dire, ça reste du Facebook, c'est quand même une plateforme sur laquelle ils vont exercer un contrôle. Ils n'ont jamais été trop sympas par le passé sur les pages Facebook, sur les bots Messenger. Tout ça, ça a été assez rapidement resserré. Là, essentiellement, sur WhatsApp, ce que tu fais, c'est contourner la politique de notification qui fait que tu passes par un canal où les gens ont des notifications alors qu'au final, tu aurais pu mettre le même contenu sur Twitter, mais sauf que les gens ne l'auraient pas vu. Donc, est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu réfléchis d'un point de vue stratégique? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel c'est un complément cool pour faire des ventes sur le court terme? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu penses que quelqu'un pourrait construire un business sur le long terme? Ça serait quoi ton évaluation? Alors, pour ma part, je le considère comme un projet de côté, c'est un side project, c'est-à-dire c'est un truc en plus.
Mhm. Les amis entrepreneurs qui l'ont aussi utilisé comme un truc en plus. La base de la base, chez moi, ça restera toujours l'email. L'email, Ouais. c'est le truc qui t'appartient, c'est le truc qui dépend de personne. C'est à toi, t'as aucun contrôle d'un GAFA dessus. Le truc est à toi, c'est l'email. C'est un truc cool en plus qui vient rajouter une autre dimension à ton Ouais. personnage. Ouais. Finalement, tu vois, par exemple, je sais pas, il y a peut-être des gens qui seraient ravis de savoir la vie de Stan, ta vie de papa, enfin, j'en suis sûr, qui tu es vraiment, à quoi ça ressemble là où tu vis, etc. Il y a un truc en plus. Maintenant, si jamais, donc ça, c'est pour si jamais tu es installé, tu as des emails, tu as déjà un business qui tourne, etc. Maintenant, si jamais tu te lances et que tu te dis, tiens, finalement, WhatsApp, c'est peut-être une bonne première étape pour me faire un peu de cash, pour faire un peu de fric, pour avoir des clients, parce que j'aime bien WhatsApp, parce que je suis souvent dessus aussi. Finalement, pourquoi pas utiliser ça comme une marche? En fait, en réalité, je pense qu'on a tous cette impression que c'est compliqué, etc. Si jamais ça peut être une marche vers la création d'un revenu qui te permet derrière d'enfin enfin d'être plus cool, serein pour créer ta chaîne YouTube, être plus cool pour créer ta liste email, etc. Et que tu utilises pendant quelques mois, au final, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas essayer par ça, tu vois, dans l'absolu, tu peux aussi arriver à faire des choses dessus et ça te permettra. Mais oui, je pense qu'à terme, sur les années, tu peux pas l'utiliser. Je suis pas sûr que tu pourrais utiliser comme un média principal, sauf si tu deviens comme le Mexicain et que tu l'industrialises avec 500 téléphones pour être sûr de Mhm. jamais être banni. Et encore, ça resterait dangereux parce que tu dépends de quelqu'un derrière. Et là où c'est Mais effectivement extrêmement intéressant, c'est moi j'y vois deux trucs où toi dans mon business je l'implémenterai. C'est numéro un sur toute la partie support. Donc dès que quelqu'un a une question sur une formation, tu vois, nous en fait nous ils nous envoient des emails. Je suis toujours en train de répondre à cet email et on va te répondre. Et après si les gens veulent un appel, ils peuvent booker un appel, etc. C'est vrai que si tu mets ça directement sur WhatsApp, il suffit de cliquer sur le bouton et tu appelles la personne. C'est une vraie différence de pouvoir appeler directement les gens sur la partie support client. Les gens ont une question, ils ne sont pas sûrs. Nous, on les rassure par email, mais ça se trouve, on pourrait aussi les rappeler en les appelant directement. Et le deuxième élément, je pense, c'est pour faire, si tu mets en place un événement à durée limitée, je ne sais pas, tu as un challenge sur 7 jours, on va faire tel challenge, on va tous faire ça ensemble. Ça peut être effectivement intéressant parce que, comme c'est une durée limitée, les gens peuvent être intéressés pour avoir ces push notifications ou alors pour avoir le côté un peu, pour le coup, c'est un club exclusif, c'est un peu plus dur de s'inscrire. Il faut mettre son WhatsApp, c'est une plateforme qui est différente, c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas comme du Instagram, du Twitter, il y a un côté un peu exclusif qui peut du coup, tu peux assumer que c'est du court terme et que ça va durer X temps, effectivement pour un lancement ou sur un élément d'événementiel. Et là, c'est vrai que ça ajoute effectivement une autre dimension à de l'email, où l'email, c'est vraiment aujourd'hui, il n'y a pas de côté privé sur de l'email. Tu n'as pas l'impression que ce qu'on t'envoie, c'est un truc qui est accessible à peu de gens. Alors qu'en fait, concrètement, sur WhatsApp, en tout cas dans mon cas, s'il n'y a que 250 personnes qui le reçoivent, c'est un truc assez privé. Tu vois, même mon forum privé, il y a plus de gens qui voient ce que je poste dessus que ça. Donc effectivement, il y a des… Ça donne des idées, tu vois, de structurer des campagnes un petit peu différentes, de le mettre peut-être en parallèle. c'est un Et lien comme pour qui le est bot très Messenger. différent. Ouais. Ouais. C'est un lien qui est très différent. Déjà, ça équivaut à 17, tu vois, 17 emails. Ouais. C'est un lien. T'as créé. Enfin, moi, j'ai des gens qui m'ont envoyé des cadeaux par la poste, des gens qui sont venus, qui ont voulu venir me voir, etc. C'est un lien qui est plus fort que Facebook. C'est un lien qui est plus fort que les emails. C'est un lien qui est plus fort que les forums. Tu crées. En fait, tu arrives dans la famille de la personne. Dans Facebook, dans WhatsApp aujourd'hui, tu as tes copains et ta famille. Tu arrives dedans, en fait. Tu es entre les copains et la grand-mère, tu vois. Tu as un lien qui est, même si c'est sur 17 personnes, tu crées un lien avec ces personnes qui se rappelleront de toi à vie, qui seront fans de toi à vie, qui vont t'adorer. Enfin, c'est gigantesque. C'est un lien incroyable. Incroyable. Fais le test C'est sur, vrai. et même 200 personnes, c'est même beaucoup, tu vois. Fais le test sur 10, 20, 30, tu vas voir la réaction des gens. Tu vas halluciner. Effectivement, c'est vraiment intéressant. Et toutes ces idées-là de renforcer en fait ce contact plus immédiat avec les gens, c'est un truc sur lequel je bosse Mm. vachement. Et c'est un élément, un vrai truc qu'on a gagné avec l'équipe, si tu veux, parce que à mesure que mon audience grossissait, moi j'ai été obligé de plus en plus de mettre une barrière parce que sinon je m'en sortais pas, tu vois, sur le nombre d'emails, etc. que je recevais. Donc je répondais à tous mes emails, mais j'y passais un temps fou. Alors de là, tu vois, à me dire, bah, je vais inciter les gens à me répondre à un message WhatsApp, c'était tendu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, soit quand tu démarres, parce que tu veux le plus d'interactions possible, et quand tu démarres, c'est une erreur énorme de vouloir faire de l'automatique.
Soit quand tu as passé ce cap et que tu commences à avoir une équipe, où tu dis certes, ça va prendre plus de gens et plus d'efforts et plus de temps de répondre à tout le monde. Mais d'un autre côté, le jeu en vaut la chandelle et c'est un investissement qu'on a envie de faire sur le support client, accompagner les gens et les accompagner pas avec un support sous-traité qui ne connaît pas ton produit, mais avec une personne qui est ultra formée sur ce que tu fais et qui peut vraiment les aider. Un exemple concret. Alors ça nous arrive 2-3 fois par semaine. La personne commande une formation et 2-3 fois par semaine, elle se trompe dans son email. Elle tape pas Gmail, mais glmai.com. Ouais. Elle commande, elle paye la somme de la formation et elle se trompe. Ça arrive, tu vois. Et là, catastrophe, elle veut se connecter dans la zone membre et ça marche pas. Elle vient de te faire confiance, elle a écouté ton pitch de vente, elle est à fond, elle veut son truc. Déception. Jusqu'à ce qu'on mette la petite pastille WhatsApp sur le truc. L'expérience était horrible. Elle devait retrouver ton email quelque part, donc the mailing, ce qui tombe dans le SAV d'une personne qui lit ses emails qu'une fois par jour, qui va le traiter pour le lendemain parce que le client ne le lit aussi que le lendemain, du coup, son email. 48 heures pendant lesquelles elle te déteste, elle s'en veut. Si ça se trouve, il n'y a pas de site, c'est une arnaque. En fait, elle tourne dans sa tête, il y a tout qui se passe, t'es un bouffon. Elle veut s'énerver, la personne avec qui parler. Depuis qu'elle a pastille, elle revient 3 coups en arrière ou même sur chaque page, ça l'est quasiment. On voit un petit message, coucou, mon accès marche pas. Elle a une réponse en 1 seconde. Ah, il doit y avoir un souci. Et la personne, non seulement elle est contente qu'on ait réparé sa commande, et en plus on passe pour des putains de héros d'avoir résolu son problème en 8 secondes. Elle en repart. Donc au niveau de l'expérience client, elle fait waouh. Les gens, je m'étais trompé dans mon email. En plus, c'était de ma faute. Les gens m'ont répondu à 8 secondes. On a balayé la frustration qui aurait duré 2 jours et qui est très mauvaise en business. Et ça, du coup, tu utilises quoi? Tu utilises un outil de chat ou tu utilises directement le WhatsApp sur toutes les pages? WhatsApp. T'as un petit code en 8 lignes qui te met une petite pastille WhatsApp. Tu cliques dessus, mobile ou ordi, et tu arrives sur une petite interface WhatsApp où tu peux parler dessus. Ok, ça marche. Antoine, avant de terminer, il y a 3 questions que je pose à tout le monde, que je t'avais bien sûr posées dans l'épisode précédent, mais j'imagine que certaines de tes réponses seront différentes. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Et peut-être que tu recommandes souvent en ce moment ou dans les 2 dernières années. Écoute, attends, voir. Un livre, mon préféré. On s'est eu quand la dernière fois? Parce que des préférés, j'en ai 5-6. À l'été 2018. L'été 2018. J'ai dans mes vrais. Si je devais être bombardé sur une île tout seul pendant toute ma vie, il y en aurait un qui s'appelle L'hypothèse du bonheur de Jonathan Haidt. Attends, je l'ai au loin devant moi. H-A-I-D-T, je pense. DT. Écoute, ce livre a changé ma vie. C'est 12 chapitres sur 12 hypothèses du bonheur. Est-ce qu'il faut avoir des amis ou pas? Est-ce qu'il faut être riche ou pas? Combien est-ce qu'il faut gagner? Est-ce qu'il faut être religieux ou pas? Et détaillé, argumenté. Si tu es fan de bonheur et tu es fan de logique, tu peux que aimer. J'ai changé ma vie 100% après. J'ai une cliente qui bosse à la Défense. Quand la femme à la dernière page, elle est partie voir son chef, elle a dit je démissionne. J'ai rien à faire ici. Elle est partie devenir faire je sais pas quoi coach en Inde, changer de vie totalement. En deuxième livre, j'ai le droit à combien de livres? Tu peux en donner autant que tu veux. Deuxième livre, celui-là c'est Tai Lopez qui m'a fait acheter. Il en parle souvent. Total Recall de Arnold Schwarzenegger. Sa biographie qui est donc comme le titre de son film, sa biographie, elle est simple à lire. Elle est, pour moi, qui m'essaye la lecture rapide depuis quelques temps, tu peux assez facilement le lire en bloc pour aller vite dessus. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Je lis ça avant de dormir. Ça te donne la patate. Tu découvres que le mec qui a été quand même, pour rappel, Mister Univers, qui a été champion le mec il a fait des blockbusters. Le mec est devenu gouverneur de la Californie, de Floride. Putain, j'ai un doute. Ça, c'est quand je suis en live. Californie. Le mec a une histoire, tu dis que c'était facile et il te raconte toutes ces galères une à une. Et ça s'appelle Total Recall et tu le visualises en train de pleurer quand il échoue au fond de son lit comme une merde, tu vois. En fait, et tout d'un coup, tu découvres que voilà, il y a un mec derrière qui est chouette. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait encore 2-3 autres mais je crois que j'en ai parlé parce que ça, c'est un livre dans lequel je reviens souvent,
qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Mais je crois que j'avais cité parce que ça doit faire 2 ans que je l'ai lu. Mais ce serait quand même un livre que j'emporterais de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre, avec éventuellement une suite pour les fans qui s'appelle Everything is fucked, qui doit se dire en français tout est foutu. Je suis pas sûr qu'il ait été traduit celui-là. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore. Ouais. Qu'est-ce que j'ai adoré? Vas-y, après ça je m'arrête encore 2-3. La lecture rapide de Tony Buzan que j'ai bien aimé. Je sais pas si on dit Buzan ou Buzan. Très sympa. J'ai découvert que je lisais mal en fait, tout simplement. Et je me suis relu il y a La Vache pourpre il y a pas longtemps, mais à mon avis tout le monde doit le dire celui-là. Et un dernier, j'ai bien aimé. Écoute, bizarrement, alors j'aurais pas misé dessus. J'ai bien aimé dimanche dernier un livre qui s'appelle Vendre par le Loup de Wall Street. Jordan Belfort. Ouais. Jordan Belfort. Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu pensais pas l'aimer celui-là? C'est le personnage auquel tu es réfractaire ou le sujet? Je le pensais pas capable, c'est atroce ce que je vais dire, je le pensais pas capable d'écrire un truc intéressant. Et il s'avère que c'était totalement faux, c'était moi le con. Le livre est bon. Il te donne sa recette de la vente. La vente, on en parlait tout à l'heure, c'est la liberté. Le livre est bon, franchement. Alors, tu en as 3/4 de bon, ce qui est déjà gigantesque par rapport à beaucoup de livres que je lis. Et un autre de la semaine dernière. Désolé pour l'accent anglais, j'ai ma mère qui est prof d'anglais en plus. Comment j'ai trouvé de la liberté dans un monde qui n'est pas libre? How I found freedom in a non-free world. Et très bon. De Harry Brown ou un truc comme ça? C'est ça, ouais. Surtout dans un monde où tu as peut-être l'impression qu'avec le confinement, tu as été coincé, on t'a enlevé ta liberté de penser, de sortir, etc. Et ça a été un livre qui a été à l'inspiration de beaucoup d'infopreneurs. C'est ce que j'ai découvert. Je me suis fait un défi 100 entrepreneurs par mois là, pendant jusqu'au confinement, malheureusement. Et beaucoup d'entre eux ont lu ce livre et qui leur a permis de trouver de la liberté dans un monde qui n'est absolument pas libre. Des fois, on se dit, ouais, il faut juste que je change de pays, etc. En fait, non, il n'y a aucun pays qui est libre. Et il t'explique comment trouver de la liberté dans un monde qui n'est totalement pas libre. Super intéressant. Antoine, la dernière fois, tu m'avais donné le conseil que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans, donc on ne va pas le refaire, mais si tu devais revenir 2 ans en arrière et parler à Antoine de l'été 2018, donc il y a 2 ans, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Qu'est-ce que tu as appris et que tu aurais eu besoin d'entendre à l'époque pour progresser plus vite peut-être? J'ai fait une erreur, je vais te la dire, j'ai fait une erreur qui est gigantesque et que je referai plus jamais. J'ai essayé de m'adapter à des systèmes alors que tu dois toujours prendre toi en référence en fait. C'est toi la personne importante et tu dois adapter tout le reste à toi. Un exemple tout simple, si je m'étais dit ça, j'aurais rien compris je pense à l'époque. Un exemple tout simple. Des fois, tu te dis, ce qui marche dans le business, c'est patati patata. Tu sais, dans l'objet brillant, ce qui marche dans le business, c'est de faire des webinaires. Ce qui marche dans le business, c'est de faire des vidéos YouTube comme Stan. Ce qui marche dans le business, c'est de faire des blogs comme un tel ou des mailings comme un tel. En fait, en réalité, ce qui marche, tout marche. En réalité, tout marche. C'est-à-dire que 100% de tout marche. Maintenant, la vraie question, c'est toi. Toi, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que t'aimes faire des webinaires? Est-ce que t'aimes faire du mailing? Est-ce que t'aimes faire ci, faire ça? C'est un exemple parmi 1000. Et demande-toi d'abord toi ce que tu aimes faire et après ça adapte-le et trouve comment est-ce que le monde extérieur peut t'aider. Trouve à quelle heure est-ce que tu aimes te lever. Tu vas lire des livres sur le Miracle Morning, etc. En fait, essaye, fais des tests, essaye et détermine-toi ton heure, celle que tu aimes bien, où il y a peut-être différentes heures par semaine avec tes amis. En fait, j'apprends à être moi-même et à me servir du monde extérieur pour être encore plus moi-même, alors que j'étais parti dans un monde totalement différent, où j'étais parti à faire plaisir aux gens, à suivre des modes parce qu'il fallait les suivre, à me comporter comme ci ou comme ça, être sur telle plateforme parce qu'on me l'avait dit, etc. Et je crois qu'à partir du moment où tu t'écoutes toi, c'est con comme conseil, mais c'est tellement celui qui m'a fallu. Quand tu t'écoutes toi, ça change tout derrière. Quand tu arrives à trouver les phases, il y a des phases où tu as le droit d'être triste. Ben voilà, tu acceptes, tu es triste, etc. Des phases où tu es heureux. Et j'ai commencé à faire des fiches. C'est marrant, moi qui n'étais pas fiche du tout, j'ai commencé à faire des fiches pour m'écouter. Par exemple, je fais chaque jour une fiche sur moi pour savoir dans quel état d'esprit aujourd'hui j'étais. Est-ce que j'étais heureux, pas heureux? Est-ce que je me suis senti en sécurité ou pas? Est-ce que j'ai eu assez de sommeil, etc. Qu'est-ce qui a changé? Et du coup, tu apprends à te connaître. Et une fois que tu te connais, tu es indestructible derrière.
Parce que tu sais dire non aux choses qui te ressemblent pas, tu sais dire oui à celles qui te ressemblent. Donc, je me serais dit, mon coco, essaye de t'écouter. C'est vraiment parce qu'on me l'a dit, ce conseil-là, j'ai jamais réussi à le faire. Et il aura fallu que j'attende l'âge du papy pour le faire. Dernière question, Antoine. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Alors écoute, je les ai faites imprimer sur des mugs. Je vais te lire mon mug du jour. J'en ai fait imprimer un pour chaque jour du mois. Je vais te lire ma citation du jour qui est « Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ?» Ne mets pas ça en titre du podcast. Je te connais par cœur. Je te connais par cœur. Ne mets pas ça en titre du podcast. Alors, celui d'hier, c'était « Je bois les larmes de mes haters ». Okay. Et en vrai, la phrase qu'on a dans tous les bureaux, chez tous mes employés, j'aurais fait livrer des mugs pour ça, c'est « fait est mieux que parfait ». C'est la phrase clé de notre organisation. Si tu as un doute, si patati patata, c'est fais-le, ne cherche pas à être parfait. Fait est mieux que parfait. Et on a toujours ça en tête. Et il y a un de mes copains qui dit à la fin de la journée, celui qui a gagné, c'est celui qui a mis en ligne. Et c'est ça le truc, c'est mets en ligne. Arrête d'être parfait. On essaye d'être 5% meilleur chaque semaine et si on se trompe, tant pis. La semaine prochaine, on sera meilleur. Antoine, où est-ce que les gens peuvent aller pour en apprendre plus sur toi et sur ton travail? AntoinePétavin.com. Je récupère mon ex, ils peuvent aller voir si ça les intéresse. Ils le tapent dans Google, ils vont me trouver en principe. Et puis sinon, ils essayent de trouver ton WhatsApp. Il y a quelque part en particulier où les gens vont pour le trouver? Mon WhatsApp, tu le trouves sur mes pages de vente. Ouais. C'est mon numéro perso. Okay. Je n'ai même pas acheté un numéro sur Oneuf, c'est mon numéro perso. Donc sur toutes mes pages de vente, tu trouves mon numéro WhatsApp. Toutes. Et je vois dans je réponds à tout le monde. Regrets. Non, pas du tout. Je réponds à tout le monde. Non, je réponds à tout le monde. Et pendant un temps, j'ai même poussé l'expérience. Le mois dernier, je l'avais mis sous toutes mes vidéos YouTube. Toutes. Imagine, j'ai une chaîne qui doit faire, je sais pas, j'ai moins de vues que toi, mais je dois faire 500 000 vues par mois. Et j'ai mis mon numéro de téléphone sous chacune de mes vidéos. Ouais. Et mon numéro, c'est marqué ajoute-moi dans WhatsApp, etc. Bon, j'ai arrêté au bout d'une semaine, mais l'expérience était intéressante quand même. J'ai jamais fait autant de ventes de ma vie. L'expérience est intéressante. Okay. Mais tu as des gens qui appellent en pleine nuit. Ouais. Antoine, c'est bien ton numéro à 5h du matin. Antoine, mais c'est bien ton numéro. 3 messages, 10 messages, 20 messages, ils t'appellent derrière. Antoine, c'est bien ton numéro. Puis t'es con, quoi, il est 5h du matin. Donc j'ai dû le couper, malheureusement. Mais ne m'écrivez pas à 5h du matin. C'est ça mon conseil. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas à 5h du matin. Il va être temps, Antoine, de dormir avec ton téléphone en mode avion, je crois. C'est clairement. En mode minimaliste, c'est quand même pas mal. Merci Antoine d'avoir été avec nous. C'était super cool de pouvoir faire une update après 2 ans, voir tout ce qui a évolué. C'est moi qui te remercie. C'était un grand plaisir. Est-ce que les gens peuvent mettre des commentaires sous le podcast? Ils peuvent le mettre soit sur YouTube, soit sur la page du podcast sur marketingmania.fr/Antoine-Pétavin-2 qui sera la page de l'épisode 2 avec toi. Ils peuvent mettre des commentaires. J'aimerais juste faire un test. Alors, pour clôturer, j'aimerais que tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la dernière phrase, j'aimerais bien. En fait, je suis curieux de savoir, tu sais, parce que des fois, tu vois 1000 vues, 2000 vues, 100 000 vues. Ouais. J'aimerais bien savoir que ceux qui sont arrivés jusqu'au bout du bout, les puristes, est-ce que vous pouvez m'écrire éléphant vert en commentaire, juste pour savoir qui est arrivé jusqu'au dernier mot de l'émission. Éléphant vert. C'est pour mes statistiques et pour les stats de Stan, bien évidemment. Ça marche. Vous pouvez mettre dans YouTube si vous regardez sur YouTube. Sinon, sur la page du podcast, à l'URL que je viens de donner, ça sera Antoine-Pétavin-2. Merci Antoine. Salut à tous, bye. Salut. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous rappelle le petit appel à l'action du début qui était le mix du lundi. Le mix du lundi, c'est une newsletter que j'envoie chaque lundi qui récapitule les meilleures idées que j'ai trouvées pendant la semaine sur la persuasion, l'entrepreneuriat, la productivité, la psychologie humaine et ce qui est en train de se passer dans le monde en général. On a parlé de coronavirus, on a parlé de plein de choses. C'est marketingmania.fr/mix et vous recevrez un email tous les lundis matins de ma part. À la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast.